Hey! Hey yo! Attends, je te vois dans le chat, je me dis, vas-y, je suis jaloux de ouf, moi je veux aussi commenter. Ah, tu m'as entendu? Je croyais que j'avais... Ouais. Salut tout le monde. Une fois n'est pas coutume, j'ai fait des commentaires sur le chat et je suis très fière de moi. Tout le monde est Comment là? ça va? Salut Nat. Bah moi ça va très bien, toi? T'es en forme? Écoute, je suis en vacances. Je suis en mode schlag. Voilà, j'ai envie de schlaguer. Schlagasse. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire schlaguer? Voilà, Non. c'est-à-dire ne rien faire, Ok. regarder Netflix, dormir. J'ai laissé les enfants à la belle famille. Salut les enfants, amusez-vous bien. Ouais, donc là t'es vraiment en mode rien. Rien. Ben en fait, c'était pas prévu que je sois en vacances et il y a eu un problème de planning et donc j'ai appris il y a 2 jours que j'avais une semaine de vacances et en fait, je me suis dit, ok. Du coup tu pars pas en J'aurais voyage? pu dire ouais, là. Non, je pars pas en voyage. Je me pose et franchement, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes comme moi. Vous avez un petit peu de temps pour pouvoir vous reposer. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous n'êtes pas crevé? Moi, je n'en peux plus. Ce matin, je suis allée faire ma chronique radio à Vivre FM, Hugo. C'est la première fois. Je suis arrivée dans le 18e, je sors du métro. Je vais chercher un palmier. Un palmier? Voilà. Ouais, tu sais, c'est les cœurs comme ça. Comme Ah, ouais, les je vois. géants. Ah, Alors je ça, vois très bien. Très sucré. Je vais m'acheter ça, je sors, il faisait jour. J'étais choquée. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, à chaque fois que j'y vais à 8h du mat, il fait nuit, noir, et là il faisait jour. Et dans ma tête, je fais mais le printemps arrive. Ouais, mais c'est en la fin fait, de la galère. ouais, mais je crois qu'il y a un truc comme ça où il fait jour et après, quand on change d'heure, il refait nuit tôt, non? C'est ça, non? On change d'heure dans le sens où, du coup, ça. Genre, au mois de mars, on change d'heure. Ouais, je crois que c'est ça. Et après, genre, ça, on a l'impression et on recule en arrière. Et après, il y a le vrai printemps. Je me rappelle qu'il y a une phase comme ça. Mais tu devrais t'en rappeler aussi, parce que ça fait plus de printemps que tu fais que moi, donc tu dois le savoir mieux que moi. Et voilà. Salut Haddad, comment ça va toi? Bah oui, Myriam, tu as mis de l'ambiance en dansant dans le 6h Info avant-hier, comme des seniors sur France 2. T'as dansé? Alors il y a notre ami Nelson Montfort qui vient de se contacter, de se connecter. Il faudrait voir pour le son, parce que j'ai un retour, Hugo. T'as un retour? Ouais, très fort dans le casque depuis que notre ami Nelson s'est connecté. Alors les amis, d'abord, on va regarder le programme, vous allez voir, aux petits oignons. D'abord, le générique, le planning, et on accueille Nelson. Allez, on passe sur un petit générique des familles. C'est pour de faux. On est sur Twitch. C'est pour de faux. Anto et Matt à la régie. Hugo nous fait le pitch. C'est pour de faux. Je reste Elsie. Comment tu fais? Recette d'Elsie. C'est pour de faux. Ici tout le monde peut donner son avis. Viens donner le tien. C'est pour de faux. Regarde la caméra. Y'a quoi? Reportage de Karina. C'est pour de faux. Myriam. Yes. Journaliste comme y'en a pas des myriades. C'est pour de faux. Volontaire et sympa. C'est qui? L'invité du chat. C'est pour de faux. On est sur Twitch alors viens profiter. C'est pour de faux. Ah mais du coup tu vas pas. Et voilà pour le planning du jour. Alors notre grand invité actu à 12h15 dans quelques minutes maintenant, c'est Nelson Montfort qui nous attend déjà en coulisses avec sa bonne humeur, avec sa tchatch et puis tout ce que vous aimez de lui, parce que j'ai bien compris que c'était une icône. Avec lui on va parler évidemment des JO. Quel courage il a. Il est à peine arrivé à Paris. Il est rentré hier de Pékin où il a couvert les JO. Vous l'avez certainement entendu aux commentaires, notamment Papayakis. Cizeron, la magnifique médaille d'or en patinage artistique, on y a eu droit. On va en parler avec toi, évidemment, on verra les belles images. On parlera de ton bouquin aussi. Et puis les garçons sont allés chiner que Nelson avait vu des ovnis. Je n'étais pas au courant, Nelson. Comment se fait-il que tu ne me l'aies jamais dit? Salut Nelson. Ah bah ce n'est peut-être pas venu dans la conversation, mais enfin, j'en ai vu un il y a déjà quelques années. Tu n'étais pas né, donc mais voilà. Quelle élégance. Je suis pas sûre. J'ai publié un livre dessus qui était avec des témoignages beaucoup plus forts que le mien. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler un petit peu. Ah ouais, avec grand plaisir. Ah ouais, on aura l'occasion d'en publier un autre sur toutes tes mémoires olympiques et on y reviendra évidemment. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. C'est un peu l'invité VIP.
Tout le monde est très très heureux de Ouais, t'accueillir. dans le Je vois chat, ça salue. Bonjour Myriam, bonjour Nelson, bonjour Nelson. Jamais quelqu'un n'a été aussi bien accueilli. C'est parce que tu démarres. Je suis très heureux C'est parce d'être à tes côtés et avec vous tous. Eh ben, c'est C'est adorable gentil. et tout le monde est très très heureux de te voir. On se retrouve dans quelques minutes. Le temps de vous dire ce qui a à grignoter dans le menu d'aujourd'hui. Notre invité culture s'appelle Adama Kamara. C'est un garçon extraordinaire que j'ai reçu sur France Info ce week-end. Il vient de publier un ouvrage. Il a voulu venger son frère. Voilà, son frère a été assassiné dans une rixe de banlieue parisienne. Il est originaire de Garges-les-Gonesse et assassiné par ses potes pour un conflit de gamins. Et Adama, donc son grand frère, Adama Kamara, s'est vengé. Il a attendu l'occasion de les voir et il a acheté une arme à feu qu'il a laissée dans sa voiture. Et quand il a pu le faire, il a déchargé son revolver. Ça lui a coûté une condamnation pour 8 ans de prison. Des années pendant lesquelles il a réfléchi à son acte. Aujourd'hui, il est très investi dans la lutte et la sensibilisation contre les violences urbaines, notamment les rixes. Il a cédé à la violence, au sentiment de vengeance. Il a le sentiment que c'est parce qu'il a eu personne pour parler, pour mettre des mots, et que du coup, son instinct de loi du talion a pris le dessus. Il viendra avec nous parler de tout ça, de ce qu'il a appris. Vos questions, vous n'hésitez pas. Je pense que Twitch n'est pas vraiment un environnement où le milieu de la prison est quelque chose de connu. T'as jamais fait de prison, toi? Non, mais je vais être honnête, moi, dans mon entourage, il y en a eu. Je pense qu'en banlieue, en général, la prison, c'est une option qui est possible pour toi ou pour ton entourage, parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a ces ghettos. Dans d'autres milieux, c'est quelque chose de beaucoup plus lointain qui s'apparente davantage à des films, et je trouve que c'est dommage, parce que si ça peut être quelque chose d'assez courant pour une partie de la population française, alors il faut la démystifier, il faut entendre la parole. Faut lire, moi, son livre, je l'ai. Et c'est vrai qu'il avait l'air hyper investi parce que quand on l'a eu pour les tests, déjà, il était à fond en train de bosser. En fait, on va l'avoir un court instant entre deux moments où il aide tout le temps, on dirait. Et alors, je remercie Guy Renard en fait, aussi pour le sub. Merci beaucoup pour l'abonnement, Guy Renard, ça fait plaisir. Merci. Il est en ce moment, il est avec la PJJ, la police judiciaire de la jeunesse, en train de faire de la sensibilisation avec des jeunes. C'est vous dire combien il a investi. Je vous propose de regarder cette petite vidéo, puis après on se retrouve. Hop. Je m'appelle Adama Kamara, j'ai 32 ans. J'ai grandi ici, à Garges-les-Gonesse. Ma vie a basculé en 2011, quand mon frère Saada a été tué dans une rixe à la gare. J'ai voulu me venger et j'ai été condamné à 8 ans de prison pour tentative de meurtre. Aujourd'hui, j'ai purgé ma peine et je lutte contre les guerres de cité. Dans cette série, je vais aller à la rencontre de ceux dont la vie a basculé à cause des rixes. Alors ça, c'est un extrait, on a mis juste le côté où il se présente, d'un documentaire pour lequel il s'est investi, ça s'appelle Rix. C'est diffusé sur France Télévisions, France TV/. Vous retrouvez évidemment sur la chaîne YouTube de l'émission. On en parlera plus avant. Écoutez, il est déjà 8h. 1008h, il est 1008h. Non, s'il était 1008h, on serait mort. Midi 10, on a 5 minutes. Donc, ce que je te propose, Hugo, on parlera de la date du jour, la spécificité du 22 février 2022, un peu plus tard, après avoir vu Nelson. Nelson, ouais. Je voudrais te partager une vidéo que tu as peut-être vue. Alors, sur l'interface OBS où tu es en coulisses, je suis pas sûre que tu aies le son, c'est ça le problème. Mais est-ce que tu connais Philippe? C'est Philippe Crosshair. Oh, écoute, Nelson, il te fait de la compète. Russian-backed forces in the east, the Donbass region for 8 years now. But despite that, the capital city of Kiev is relatively calm. Türkischen Gewürzen und der Krieg gewinnt, der natürlich schon am Gang ist, am Osten, an der Donbass. Anglais, italien, espagnol, portugais. Je me suis dit, je suis obligé de laisser Nelson agir. Il va venir prendre mon poste. Mais après, son accent français est pas encore à ton niveau. Écoute, Nelson, il parle trop bien chacune des langues, donc ça va, ton trône. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de risque. Tu sais, Nelson, je vais te dire une chose. Ça fait beaucoup de bien à des générations. Pourquoi? Parce qu'on a tous un énorme accent français. Et malheureusement, à l'école, on se moque souvent de nous.
Et je crois que le fait que les gens t'aiment énormément, c'est parce que on dirait nous quand on part à l'étranger, c'est-à-dire qu'on essaie de faire de notre mieux, mais on n'arrive pas à se défaire de notre accent. C'est drôle ce que tu dis parce que j'ai parfois réfléchi à ça. Je crois que les gens me comprennent mieux quand je prends moi-même un accent français. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, à la place de dire I'm happy to see you, je vais dire I am happy to see you, tu vois. Et ça ce qui est vrai en plus. Et ça, les gens comprennent mieux. Et parfois même, sans le faire exprès, je parle anglais justement en prenant un accent français et en ralentissant le débit. D'ailleurs là, je respecte le surnom qui m'a été donné une fois pour toutes dans l'audiovisuel, Nelson Montfort, mais le son moins fort. Et là, les gens me comprennent. Merci beaucoup d'être avec nous. On va juste rappeler que Philippe, dont on a vu l'extrait là, il est correspondant à Kiev, en Ukraine. Vous savez que cette émission, elle est aussi là pour faire de la pédagogie autour de l'info. La semaine prochaine, on va en parler de l'Ukraine longuement. On va avoir un invité pour essayer de comprendre. Aujourd'hui, la situation elle est un peu instable. Vous savez que là, Poutine vient de reconnaître la partie ouest de l'Ukraine, le Donbass. Bon, on ne sait même pas s'il y aura une émission la semaine prochaine, clairement. Ça se trouve, on va se faire bombarder d'ici là. Voilà. Non, arrête, mais non, pas du tout. En tout cas, donc là, au niveau diplomatique, c'est très, très, très tendu, puisque comme il reconnaît en gros les séparatistes, pour lui, il est légitime qu'il fasse entrer ses troupes sur le territoire du Donbass pour venir, soi-disant, en aide et aider les séparatistes. Mais pour la communauté internationale qui ne reconnaît pas le Donbass comme un État autonome, c'est comme un acte de guerre puisqu'il rentre sur le territoire ukrainien. Donc pour le moment, tout est très instable. Les diplomaties parlent de prendre des sanctions sévères envers la Russie. On va laisser l'actualité se faire. Je pense qu'elle est trop à chaud pour nous. En tout cas, vous la commentez et vous donnez des clés. En tout cas, on a des relents de guerre froide en ce moment. Chacun joue sa partition. Poutine comme les États-Unis, et je pense que ce sera une très bonne chose la semaine prochaine, calmement, de se faire un point, peut-être plus avec un historien, parce que je pense qu'on comprendra mieux l'OTAN, qu'est-ce qu'il en reste, le démantèlement de l'URSS, qu'est-ce qui se joue pour Poutine, qu'est-ce qui se joue pour l'Europe, et qu'est-ce qui se joue pour Joe Biden. Mais, tu sais, Myriam, est-ce que je peux juste dire quelque chose? Évidemment. Qui nous ramènera à l'actualité olympique. J'étais à peu près persuadé, en parlant avec pas mal de confrères américains là-bas, et notamment de NBC, que si action il devait y avoir, ce serait au lendemain des Jeux Olympiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ah, et donc les Jeux... cette intuition? Parce que, si tu veux, il y a encore un semblant de trêve olympique qu'on peut un peu discuter, tu vois, mais tous les confrères américains étaient à peu près unanimes là-dessus. Et c'était, encore une fois, c'est exactement ce qui a eu lieu. Donc, voilà, quelquefois, parce que les Russes sentent parfois un peu les choses et ça paraissait difficile d'envahir, puisque c'est de ça qu'il s'agit, pendant la trêve olympique. Et dès le lendemain, en tout cas, ils n'ont pas attendu très longtemps. C'est vrai. Parce que les Russes, ils étaient aux Jeux Olympiques. Oui. Ils n'ont pas annulé leur venue, ou ils étaient là-bas aussi en même temps que tout le monde. Non, absolument non. Et les Russes et les Ukrainiens étaient aux Jeux Olympiques. Il y a eu les Russes avec beaucoup de succès, qui plus est. Comme à chaque fois, hein. C'est une grande nation sportive. Il y a eu des situations un peu étranges entre sportifs des deux nations qui se seraient croisés, des anecdotes comme ça au JO ou pas? La seule fois où je les ai vus, c'était lors d'une épreuve de ski alpin, et là, ni l'un ni l'autre ne jouaient les premiers rôles, mais effectivement, chez les supporters, c'était les équipiers, les équipes, etc. On sentait que c'était pas le grand amour. C'est là, j'ai pas eu d'autres témoignages visuels que celui dont j'ai été le témoin. Alors les amis, Nelson est avec nous pour une petite demi-heure. Vous n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour les lire et pour... Alors Nelson, j'ai une première question de Haddad. Quand revenez-vous dans la matinale week-end? Alors, bientôt, je crois que c'est le début mars. Et tu sais combien c'est un plaisir. Oui, il y a Brochu dans le chat qui nous demande « Bonjour Nelson, tu as fait tes totos ». Alors, je ne sais pas si c'est une question ciblée ou pas, mais j'ai l'impression... Oui, alors ça c'est une question d'initié. Effectivement, les totos, c'était au jeu d'hiver pour le patinage entre la note technique et la note artistique. Nous faisions donc les fameux Toto. Et Exactement. tu sais, Nelson, j'ai réalisé en parlant avec Hugo que j'ai fait du patin avec Candeloro, figure-toi. Ah ouais? Eh oui. C'était pour le monde de Jamie. On avait fait quelque chose sur l'équilibre. Et Philippe nous avait reçus parce qu'à l'époque, il patinait dans une comédie musicale on Ice, un truc comme ça. Art on Ice. Art on Ice. Et en fait, il a eu la délicatesse parce que moi, tu sais, j'étais un peu le cobaye de Jamie. Hein.
Je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien de l'émission, surtout. Faut tout essayer. Et du coup, je devais m'en remettre à Philippe pour qu'il m'apprenne les rudiments du patinage. Autant te dire que moi, sur des patins, c'est l'équivalent de Bambi. Hein. Je suis vraiment très, très mauvaise. D'ailleurs, tu nous as dit qu'ils n'avaient pas diffusé l'extrait. Début à tout. Ils l'ont pas diffusé. Quand même un bon professeur, là. Ah, mais excellent, en fait. C'est comme quand tu danses la salsa avec un latino. T'as rien à faire et tu te fais guider. Philippe, il a été incroyable. Je me suis retrouvée à Villefort. J'avais l'impression que j'étais excellente. Je me disais, mais allons au JO, Philippe. Ah là, j'ai beaucoup aimé. Je vais te dire que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un garçon plein d'humour. Vous deux, vous êtes aussi un peu un couple. J'imagine ça doit te faire plaisir de le retrouver au JO. Ah oui, ça me fait un plaisir à la fois professionnel et je dirais personnel, sentimental, parce que outre son côté, comment dire, bon, qu'il a un peu perdu, tu sais qu'il a fêté ses 50 ans là. D'ailleurs, on lui a donné un gâteau d'anniversaire là l'autre jour. Donc, outre son côté un peu humoristique, etc., c'est un garçon qui est très sentimental, qui est très très fidèle en amitié. Franchement, il est devenu un petit frère et je crois pouvoir dire que la réciproque est vraie. Mais attends, Nelson, j'ai lu quelque part que tu avais commencé à écrire. C'était pour 2014, peut-être est-ce sorti, mais à l'époque, j'ai pas été attentive. Que tu aurais écrit une pièce de théâtre pour vous deux. Ça s'est fait, ça s'est pas fait? C'est exact, sur le thème du professeur et de l'élève. D'ailleurs, nous avions eu le concours à l'époque d'Éric Carrière, le leader des Chevaliers du Fiel, tu sais. Donc voilà, très bien. Alors, ça ne s'est pas fait pour l'instant, mais je dis bien pour l'instant. Il y a peut-être des jolis projets. Alors évidemment, si on parle du professeur et de l'élève, je te laisse deviner qui est qui. C'est pas très, c'est pas très difficile. Écoute, amuse-toi à inverser les rôles, ça peut être rigolo. Mais tu sais que c'est drôle ce que tu dis, parce que qui sait, tu vois? Qui sait? Ça pourrait peut-être être drôle. Tu pourrais t'amuser. À mon avis, tu vois, ça peut être l'occasion de se lâcher un les petit rôles, peu. Mais j'y ai déjà songé plus d'une fois et voilà, peut-être une surprise cet automne. Et pour se produire au théâtre? Au théâtre. Oui. On ira les voir, Hugo. On viendra vous voir. Alors moi, j'adore. J'ai toujours trouvé que les gens qui sortent de leur zone de confort pour s'essayer à d'autres choses dont ils ont envie, mais sur lesquels ils ne sont pas encore professionnels ou coutumiers, moi j'adhère à 100 000%, parce qu'on est pluriel, et de pouvoir aussi profiter de la vie pour essayer. T'essaierais pas de gratter un rôle, Myriam, là? T'essaies de gratter un rôle, Myriam, je crois. Comme tu as raison. Mais je ne savais pas que tu avais des invités théâtre. Oui, j'ai déjà fait quelques one-man shows autour de grands artistes français, enfin essentiellement autour de deux, excusez du peu, Georges Brassens et Jean Ferrat. Alors comme je raconte leur vie à travers leurs principales chansons, c'est une forme de représentation théâtrale, si tu veux. Et j'avais déjà joué il y a déjà quelques années en arrière une pièce qui s'appelait Nettoyage de printemps, qui était une pièce assez loufoque. Donc j'ai une grande passion pour le théâtre. Et c'est pas cette année avec le 400e anniversaire de la naissance de Molière, comme tu le sais, où j'ai l'impression qu'après en plus 2 ans de misère, les Français, j'espère, reprennent goût au théâtre. Tu en as souvent parlé sur France Info. Voilà, je pense que c'est peut-être le bon moment. Ah ouais, écoute, on sera là. Et c'est vrai, moi je peux te rassurer, je trouve que les théâtres, j'y retourne encore ce soir, moi j'y vais beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, l'art vivant, se remettent à être remplis. Il y a eu vraiment un moment difficile où les salles étaient au tiers pleines et là ça commence à revenir. Est-ce qu'on peut voir le petit sujet de France 2, Hugo? Ce que je te propose, Nelson, c'est que JO. Tout le monde n'a pas forcément suivi les JO. Alors j'aurais aimé faire... diffusé, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, si tu étais peut-être dans l'avion, donc je t'invite à le faire. Tu sais, dimanche après-midi, ils ont fait un grand best-of, comme France 2 sait très bien le faire, un grand best-of des JO. C'était, tu sais, avec de la poésie, de la musique, des ralentis, des allégories, c'était un bijou. Ça dure un peu longtemps, donc là, on ne peut pas le mettre, parce que ça doit faire, je ne sais pas, je suis restée dessus, j'avais l'impression de voir il dure plus d'1 heure, le résumé. Bah oui. Ouais. En gros, c'est un gros résumé. C'est une sorte de best-of. C'est magnifique. Donc là, on va prendre le sujet du 20h qui est un peu plus court pour que vous puissiez tous voir un petit peu l'ambiance des JO si vous n'avez pas pu regarder les épreuves. Quelles sont nos plus grandes médailles, nos plus grandes surprises? Et après, il y a des petites questions déjà dans le chat pour Nelson. Sur les JO, forcément. Les questions du chat et tu nous diras quels ont été tes moments forts. Et parmi les médailles, j'en connais déjà une dont vous allez parler. Enfin, je pense. Je pense aussi. En patinage, oui. La valeur humaine est un formidable brasier. Alors, je la remets au... Voilà. Un monde, une famille. Un message pyrotechnique dans le ciel de Pékin. Sorte de vœux olympiques
en ces temps incertains. La Chine a clos de drôles de jeux d'hiver, pas vraiment blancs et surtout loin d'être verts. Pékin, ce sont ces très gelées vues du ciel, des pistes de ski, à la neige 100% artificielle. Des jeux quasi silencieux, sous cloche sanitaire, avec ses tribunes clairsemées de spectateurs triés sur le volet. Un quotidien de tests à passer. Malgré tout, la neige, la vraie, a fini par tomber. La magie a opéré. La chaleur humaine est un formidable brasier. C'est le jour du Seigneur. Et ce Seigneur, il est français, il est jurassien, il s'appelle Quentin Fillon-Maillet. 6 courses, 5 médailles, dont 2 en or. Le biathlète Quentin Fillon-Maillet a crevé l'écran. Un siècle qu'un Français n'avait pas réalisé une telle performance olympique. C'est dingue ce qui se passe en ce moment et je sais pas quoi dire, mais les émotions sont fortes. Justine Brézaboucher, 25 ans, est elle aussi sacrée. À Pékin, le biathlon français a brillé. 7 médailles, un record. Ce duo-là est aussi fait d'or. Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron patinent ensemble depuis qu'ils ont 9 et 10 ans. À Pékin, ils ont atteint l'âge de grâce. Dernier Français doré, Clément Noël, 24 ans, un Vosgien né pour serpenter entre les piquets. Champion olympique. Ouais, voilà, alors ça, faut pas trop me le dire, ça va me... Champion olympique. Pékin 2022, c'est aussi la sagesse de Johan Claret, 41 ans. Plus vieux médaillé de l'histoire du ski alpin. La jeunesse de Tesle de 20 ans, en argent, sur le lieu le plus intrigant de ces Jeux. Un toboggan construit au beau milieu d'un site industriel désaffecté. 14 médailles françaises au total, cela vaut bien une dernière farandole, même si le bilan est moins bon que lors des 2 dernières éditions. Ainsi se referment ces 24e Jeux d'hiver. Quelle Dans saison 4 ans, l'Italie. Quelle saison. Alors, t'as eu que les images, parce que l'interface ne nous permet pas, toi et comme à moi, d'avoir le son, mais bon, tu connais tout ça par cœur. Évidemment, peut-être, alors on va poser les questions du chat, mais tu l'évoquais, Papadakis, Cizeron. Est-ce que tu peux, parce que certains ne connaissent pas, même moi en fait, j'ai vu la médaille d'or, j'ai surtout vu leur composition libre qui m'a scotché. Il faut que tu saches que moi, quand j'étais petite, le seul truc qu'on regardait quand c'était les JO d'hiver, c'était le patinage artistique. C'est la seule discipline qu'on regardait, donc on te connaît bien. Ça peut être la seule. Ouais. Mais parce que je trouve que c'est subjugant et ils ont une synchronicité tous les deux qui est juste subjugant et moi ça m'a suffi. Et ensuite j'ai lu la presse et ensuite j'ai découvert leur histoire, la sienne à lui, la leur. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord comment tu as vibré sur ce couple-là et quelle est leur histoire? Si tu veux, j'ai beaucoup apprécié cette médaille d'or parce qu'elle vient de loin. Ils se sont rencontrés, ils avaient 8 ans sur la patinoire de Clermont-Ferrand. D'ailleurs, nous avons diffusé un sujet de France 3 à Auvergne qui date donc je sais pas, d'une quinzaine d'années peut-être, et qui est évidemment très très émouvant. Ils se sont rencontrés. Et alors, la seule chose, évidemment, c'est que c'est pas facile d'être toujours ensemble. De patiner en couple, c'est pas facile parce qu'on est ensemble du matin au soir. Et donc, ils ont dû subir quand même pas mal de hauts et de bas. Alors, sportivement parlant, ils étaient déjà 4 fois champions du monde, 5 fois champion d'Europe, vice-champion olympique, et là peut-être que tu t'en souviendras, et nos auditeurs aussi, à cause d'une bretelle qui est malencontreusement avait craqué, peut-être tu t'en souviens de cette image, qui leur avait valu quelques points de pénalité. Ils étaient médaille d'argent à un souffle des Canadiens, et donc le seul titre qui leur manquait, c'est celui-là. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'humilité avec lequel ils ont accueilli ce titre. Pour rien te cacher, j'ai voyagé avec eux hier dans l'avion, un voyage à la Phileas Fogg, hein. Je te dispense des détails, hein, d'un voyage, le tour du monde en 80 jours, 30 heures pratiquement pour rentrer de Pékin. Je ne sais même pas quelle heure il est, là, enfin bref, mais je ne plaisante et je ne plaisante pas. Mais je trouvais que voilà que de voir ce couple avec une humilité, ils ont l'humilité de leur talent. Et ça j'aime. Et puis ce que j'ai aimé également là dans la rétro que l'on vient de voir, parce que moi j'avais pas le son, mais j'ai reconnu l'image avec notamment
Fillon-Maillet en biathlon. C'est vrai que si on enlève Fillon-Maillet et les biathlètes du bilan de l'équipe de France, là, ça plonge. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, tu as peut-être vu on a publié un classement, donc premier, Norvège, deuxième Allemagne, troisième USA, Chine, etc. Et je crois 11e Jura. Ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est la vérité. Si le Jura, le département du Jura à lui seul rapporte la moitié, peut-être même plus des médailles de l'équipe de France. Parce que c'est quoi le ressenti global? On a été bon ou quoi sur ces JO par rapport à d'habitude? La France, je veux dire. Le ressenti, le total des médailles est peut-être un peu décevant, mais les médailles que nous avons eues, notamment les médailles d'or, sont très très belles. Je veux dire, effectivement, il y a quand même une très belle médaille d'or en ski là, avec Clément Noël en slalom spécial, et en patinage, on vient d'en parler. Et puis bon, c'est vrai quand même que les médailles d'or de Fillon... Breza-Boucher. Pardon? Oui, en plus, Justine Breza, que je ne saurais oublier, qui était la dernière médaille d'or, je crois, le vendredi ou le samedi. Ça a été une surprise presque pour elle aussi, j'ai eu l'impression. Ah oui, d'ailleurs, quand on la voit vraiment pleurer en écoutant l'hymne national, ça, ce sont des moments qui sont absolument uniques et qui, j'anticipe peut-être sur une question, et qui contrebalance les difficultés d'organisation et les difficultés simplement qu'il y avait à être sur place. Parce que les épreuves sportives ont été très très belles. J'aurais tellement aimé qu'elles se disputent devant un public et non pas à huis clos. Mais enfin, nous en avons beaucoup parlé. Mais en parlant d'émotion, dans le chat, il y a Jizou qui demande: Nelson, quel sportif t'a le plus marqué pendant les JO? S'il y avait un sportif, un moment avec un sportif, ils veulent savoir ça dans le chat. Alors, je vais peut-être t'étonner, parce que bon, quand on s'intéresse au patinage, on va dire qu'on s'intéresse également à neige et glace. J'ai beaucoup aimé la médaille d'argent de Johan Claret en descente à 41 ans. À 41 ans, être médaille d'argent de la descente olympique, en plus à 10 centièmes de seconde du Suisse Beat Feust, qui est considéré comme le meilleur descendeur du monde. Ouais, j'ai trouvé chapeau, là, vraiment chapeau bas à Johan Claret. Vraiment. Il y en a un deuxième aussi en relais, j'ai plus son nom, je vais y arriver, 35 ans. On a eu une médaille de bronze en relais 4 x 10 km avec 3 vingtenaires et un trentenaire. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Son nom, mais c'est pas Magnifica peut-être. Voilà, Magnifica aussi. Voilà. D'ailleurs, il porte un très joli nom. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que 36 ans. 36, voilà. Et en fait, les anciens ont fait leur part de boulot sur cette édition olympique, à représenter aussi ce que c'est que la combativité, l'envie de réussir, aller jusqu'au bout. Rappelle-moi le nom de celui qui a 41 ans. Excuse-moi. Johan Claret, descente homme. Exactement. Et lui, on l'a reçu sur France Info, donc je regrette d'avoir oublié son nom. C'est vraiment une honte de ma part, mais c'était absolument incroyable, parce que déjà, à 41 ans, lui aurait pu arrêter. Il y a toute sa famille qui l'a soutenu, et il disait quelque chose de génial. Il disait: je sentais que j'avais pas fini d'écrire mon histoire. Et ça, moi, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est joli. Il l'a dit avant ou après? D'autant que c'est quand même un garçon confirmé. Il a terminé deuxième de la descente de Kitzbühel il y a un mois, qui est considérée comme la descente mythique. Non, c'est vraiment un... Oui, si j'ai un coup de cœur, enfin j'en ai plusieurs, mais s'il fallait choisir un nom, ça serait sur le réseau France 2, France 3. Ce sera la dernière semaine du mois de mars, donc ça approche. Ce sera dans 3 semaines. Et alors en plus des championnats du monde qui ont lieu juste après les Jeux Olympiques, qui fait un peu sous forme de France, d'accueillir cet événement. Ce sera une très très belle. Ça suffit pour les athlètes pour se reprendre ou pas? C'est-à-dire que là, si tu veux, ils arrivent dans une période où ils sont hyper bien préparés avec cette échéance olympique, mais ceux qui n'ont pas exactement trouvé le résultat qu'ils souhaitaient au JO, c'est une très très belle possibilité de revanche qui en plus arrive juste après. Donc oui, ils seront certainement préparés. Et je pense, j'en suis même quasi persuadé, que l'ensemble du plateau olympique, tous les médaillés d'or seront présents à Montpellier. Alors, une question un peu piège, mais que je trouve très mignonne, Nelson. Outre la France, quel hymne vous émeut? C'est la question de Virginie. Ah bien, je pense qu'il y en a deux qui vont m'émouvoir. Et en plus, il se trouve que ces deux hymnes ont été particulièrement joués
au JO, puisque je suis d'origine américaine par mon père et néerlandaise par ma mère. Et on a, bon, l'hymne américain, on l'a évidemment beaucoup entendu. Oui, et l'hymne néerlandais qui est très très beau, que je vous recommande d'écouter, qui est très très beau. On l'a beaucoup entendu au patinage de vitesse où les Néerlandais ont tout raflé. Donc voilà, ce sont ces deux hymnes qui m'émeuvent énormément. Ah, je l'ignorais. Bah, Nelson, c'est vrai que ça aurait pu être un indice. Et tu parles néerlandais? Je le parlais, c'est pas la langue la plus facile. Je le parlais étant jeune. Oui. Mais je dirais que ces deux origines, m'interdisent en fait d'être chauvin dans mes commentaires. J'aime bien l'expression citoyen du monde. Je sais d'ailleurs que tu seras d'accord, Myriam. J'aime bien cette expression. D'ailleurs, les JO, qu'est-ce que c'est? C'est un arc-en-ciel magnifique de religion, de couleurs, de tout ce que j'aime dans la vie. Et ça c'est pour la petite histoire. Hier, oui, je voulais raconter ça. Hier, avec le retour, donc je te parlais des 22 heures de voyage. Il y a 4 lascars qui avaient un voyage peut-être eux de 40 heures. Imagine le bob jamaïcain. Alors, c'est plus le Rasta Rocket d'il y a 30 ans, mais c'était leur successeur, les bobeurs jamaïcains. Mais j'adore ça. Ils étaient dans l'avion. Mais quel bonheur d'échanger avec eux, je veux dire. L'un d'entre eux s'appelait Jimmy, où il écoutait Bob Marley, on a parlé de tout ça. Mais ça, c'est ce que j'adore. Mais ils s'entraînent où? Comment ça se passe, tout ça, là? Moi, je sais pas, mais en tout cas, dans le best-of qu'il y avait, je vous invite à re-regarder de toute l'équipe des sports qui a été diffusée dimanche après-midi. Il y a ça. Il y a l'équipe jamaïcaine de bobsleigh et l'équipe brésilienne de bobsleigh. Je te jure, c'est trop marrant. Mais j'ai vu un mec en bobsleigh qui est parti sans son pote. T'as pas vu ça? Le mec est parti et son pote est resté et il s'est écroulé par terre. Mec, attends-moi, genre. S'il te plaît, trouve-moi l'image. Parce qu'au démarrage, t'as le Brésil. On va essayer de récupérer Nelson. Je crois qu'on l'a perdu. On attend qu'il se reconnecte. Mais même au démarrage, avec leur bobsleigh, il y en a un qui se casse la tête. Il a juste le temps de se relever pour rentrer dedans. Tu dis, mais c'est pas possible. Attends, faut que je trouve. Brésil et Jamaïque. C'était quelle équipe? Attends. Brésil et Jamaïque. Les deux, c'est une catastrophe. Dès le démarrage, tu sens qu'ils sont là juste pour participer, mais qu'il n'y aura pas de médaille. Pour le fun. Ah ouais, le départ drôle. Complètement raté. Attends, je l'ai là, Le départ, j'espère que tu vas le trouver. Le temps comme ça pour Nelson de se reconnecter. Je l'ai là. Merci pour vos questions, les amis. Elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Oui, bah voilà, il y a Guy Renard qui parlait de la fausse neige, une ambiance bizarre, mais les performances restent exceptionnelles. Bravo aux athlètes. Je pense que c'est ça. Ça, c'est le Brésil. Attends, je mets le son. Ah, ils ont l'air au taquet pourtant, ils ont l'air vraiment chaud patate. Tu peux, ouais, on te voit. Est-ce que tu peux baisser ton ordinateur Hop. T'as vu le départ? On était en train, du coup, le temps de te récupérer, Nelson, on était en train de regarder le départ raté des Jamaïcains et des Brésiliens en bobsleigh. Mais ça, en fait, ça, c'est génial. Parce qu'en fait, c'est là où tu dis que le rêve n'a pas de limite. C'est-à-dire que tu décides d'avoir une discipline qui, quand même, est diamétralement opposée. Je sais pas si vous me recevez, Myriam? Bien sûr, oui. Bien sûr, très bien. Non, ça, pour moi... C'est bon? C'est bon. On t'entend? Mais voilà. Ah, voilà. Attends. Il faut que tu baisses ton Twitch parce que c'est pas le bon son. Il y a un décalage avec le Twitch, Nelson. C'est l'image des Jeux Olympiques. C'est l'image des Jeux Olympiques tels que l'on a. D'avoir un bobsleigh brésilien ou jamaïcain. On a un petit décalage de son, Hugo. Ouais. Je ne sais pas si c'est normal. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, Nelson. Alors, on va continuer avec les questions des uns et des autres. Nelson, c'est Esti qui te pose la question. Coucou Esti, à tout à l'heure. On t'embrasse bien fort. On est content que tu sois avec nous cette semaine. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette carrière? Ouais, je crois qu'il y a un décalage. Ah non, c'est bon. Vas-y, Nelson. Il y a un problème. Nelson, tu nous entends?
Osneto met le décalage. Ce qui m'a poussé à choisir cette carrière, c'était le contact humain, d'aller vers les gens. Mon modèle dans la profession, c'est quelqu'un, Myriam, tu vas sûrement te souvenir de lui, c'était Jacques Chancel, qui était mon modèle dans la profession et qui me disait toujours, pour essayer de réussir, essayer d'aller vers les gens. Oui, je vous entends très bien. Nous, on t'entend très bien, ne t'en fais pas. Il y a un gros décalage, je crois. Nelson, tu peux y aller, on t'entend très très bien, ne t'arrête pas, je t'en prie. Je crois qu'il nous entend pas très bien. Alors écoute, Nelson, on n'a plus longtemps parce que je sais que tu vas bientôt nous quitter. J'aimerais bien que tu reviennes pour nous sur cette histoire d'OVNI, parce que Hugo, il n'a pas arrêté d'en parler. Et ouais, moi j'ai trouvé ça fou. Complètement fou même. Il y a un ouvrage il y a quelques années sur un objet volant non identifié que tu as vu pendant un de tes voyages et sur lequel tu as écrit « Je n'étais pas du tout au courant, je n'avais jamais entendu parler de ça, je trouve ça passionnant. » Évidemment, ce sont des questions toujours passionnantes. Est-ce que tu peux nous raconter, c'est quoi cette histoire ? Je pense qu'il est en train de regarder sur Twitch. En deux mots, effectivement, dans la station savoyarde des Arcs, que vous connaissez tous probablement, j'ai vu effectivement en 1983, personne autour de cette table n'était né, et j'ai vu un objet effectivement extraordinairement lumineux se balader au-dessus de la cime des montagnes, faire osciller comme ça et à 45 degrés disparaître à toute vitesse. Donc, ce n'était pas un hélicoptère, ce n'était pas un avion, c'était rien de tout cela. Et donc, j'ai effectivement publié un livre là-dessus il y a quelques années. Mais du coup, il y a des témoignages il y a des témoignages encore plus forts. Parce que je me suis renseigné, du coup, c'est une apparition du premier type parce que c'est visualisé à plus de tant de mètres, etc. Et après, il y a second type et troisième type, mais il y a des gens qui ont eu qui ont des témoignages encore plus forts, je crois. Oui, d'ailleurs, c'est le propos de mon livre. Dans mon livre, je parle effectivement de pilotes de chasse de l'US Air Force, je parle d'astronautes de la NASA qui ont des témoignages extraordinairement forts, qui ont été tus pendant un certain nombre d'années et qui là aujourd'hui ressortent. Voilà, je pose des questions, je donne quelques réponses. Ce livre s'appelait Sommes-nous seuls et un petit peu à l'image de ce Twitch d'aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Voilà. En tout cas, c'est mon sentiment. C'est peut-être la question la plus importante. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Tu poses la question à n'importe quel enfant, il te dira bah non, c'est pas possible. Moi, jusqu'à très très tard, j'aurais répondu de manière aussi systématique non, c'est pas possible. Après, ce qui est fou, c'est de pouvoir envoyer des sondes aussi loin, d'aller à la découverte, à la rencontre d'autant de planètes et revenir entre guillemets, en tout cas officiellement et scientifiquement bredouille. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir des témoignages comme ça de gens qui ont vu des choses extraordinaires. Alors on peut pas les identifier, on sait pas ce que c'est. Mais c'est vrai que ça titille une croyance assez ancrée en nous de se dire comment nous on peut exister et puis dans une galaxie si grande qu'on soit seul dans l'univers. Et puis je dirais par rapport à ce que tu viens de dire, Myriam, je dirais que ça peut aussi faire rêver tout simplement. Et ça c'est très important. De regarder les étoiles, le cosmos le soir, ça fait rêver. Et je vais te donner un témoignage peut-être que tu ne connais pas, mais qui, moi, m'émeut énormément. Quand Neil Armstrong nous a quittés il y a quelques années, je n'ai pas besoin de présenter le premier homme sur la Lune, qui est un homme extrêmement discret, sa femme, qui était devenue sa veuve, avait dit une chose très, très gentille. Il dit, la meilleure façon de porter hommage à mon mari, c'est le soir, regarder la Lune et ayez une petite pensée pour lui. Rien que d'en parler, ça m'émeut et c'est tellement vrai. Alors du coup, peut-être j'en viens à cette question. Quelle est pour toi la rencontre ? Et il y a dû y en avoir parce que tu as voyagé à travers le monde, tu as rencontré des athlètes, mais pas que. Il y a Candeloro aussi, non, je déconne. Tu as rencontré beaucoup de gens différents.
Qui est pour toi la personnalité, la rencontre la plus extraordinaire, la plus touchante, la plus marquante? Alors, je vais peut-être t'étonner, parce que là, je vais sortir peut-être du sport, mais bon, il se trouve qu'en tant que demi-citoyen américain, j'avais une grande admiration pour John et Robert Kennedy. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Washington, je te parle de ça il y a quelques années, puisque il nous a quittés en 2009, de rencontrer le dernier survivant, le sénateur Ted Kennedy. Au départ, cette rencontre devait durer 5 minutes et elle a duré à peu près 1 heure. Je m'en souviens comme si c'était hier, parce que je parlais de ses frères, il a vu comment l'amour, l'admiration, etc. Il m'a parlé de la France, etc. C'était une très très jolie rencontre. Il y en a plein d'autres, mais je pourrais te parler de plein de sportifs évidemment, mais celle-là m'avait particulièrement marqué, d'autant qu'il n'y avait pas de caméra, si tu veux. C'était une rencontre assez intime, je dirais, et c'est tout ce que j'aime dans la vie. Ah, super. Dans le chat, en tout cas, on nous dit « J'espère que tu commenteras le premier Jeux Olympiques interplanète une fois qu'on sera entré en contact avec les extraterrestres. » Et Vitoudini nous dit « Pour être plus terre à terre, on rappelle néanmoins que le témoignage n'est pas une preuve. Le système cognitif humain est très peu fiable. » Et c'est vrai. Et même moi, je me dis, je crois, il y a tellement de témoignages, je crois les gens, ils ont vu ce qu'ils ont vu, c'est sûr, ils inventent pas. Et sauf que malgré ça, je me dis oui, mais il y a quand même une explication rationnelle. C'est pas possible. Pourquoi ils rentrent pas en contact avec nous? Il y a trop de questions. Et effectivement, comme tu as dit, ça fait rêver. Ça fait énormément rêver. Mais un jour, peut-être qu'ils rentreront en contact avec nous. On espère. Ah, écoute, Nelson, il y a Thé Brochu qui nous dit « J'ai été voir votre spectacle sur Brassens au Casino de Paris. C'était extraordinaire. Et vous avez poussé la chansonnette. C'était top. » Un extrait. Oui, un extrait. Georges Brassens fait partie de mes icônes, est peut-être un trop grand terme, mais en tout cas de mes modèles. Parce que et toi qui connais beaucoup d'artistes, Myriam, je pense que tu seras d'accord avec moi. Quelquefois, on a tendance à supprimer l'œuvre de l'artiste. On dit voilà, et ça en général, c'est pas très bon signe, parce que ça veut dire que l'œuvre est plus attachante que l'artiste. Georges Brassens, je l'imagine comme un bloc de, lui, je ne l'ai pas rencontré, j'étais trop jeune, mais je l'imagine comme un bloc de générosité, et c'est ce que j'essaye de montrer dans ce spectacle, qui est un spectacle d'amour, bien sûr. Bien sûr. Tu sais, mon conjoint continue sur les grandes distances qui nous amènent chez nos beaux-parents chaque vacances à mettre du Brassens dans la voiture, et mes enfants de 2 et 4 ans connaissent Brassens et Orelsan, tu vois. Alors ça me fait hyper plaisir. Oui. Et ils chantent. Les copains d'abord. C'est très rigolo, tu vois. Donc en fait, il est intemporel, et quand on a ce niveau-là de perfection dans son art, parce qu'on dira ce qu'on voudra, ça reste un parolier extraordinaire, un chansonnier qui fait partie des basiques de la chanson française. On ne peut pas ne pas aimer, on peut ne pas être dans cette vibration-là, mais on ne peut pas ne pas reconnaître le talent. Georges Brassens, ça reste évidemment quelque chose toujours de très très moderne, et je regrette de ne pas t'avoir vu pousser la chansonnette. Alors ça, je vais te dire, moi je te laisse. Ça viendra peut-être. Tout de suite d'ailleurs. Avec grand plaisir. Alors, vas-y, je te laisse prendre la... Je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat à côté desquelles on est. Non, on a Ego Prop que je salue. Et si, j'avais une question, mais je viens de l'oublier en même temps que je réfléchissais. Alors évidemment, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Nelson, je te laisse le temps de te rappeler ta question, Hugo. Tu l'évoquais très rapidement tout à l'heure. Il y a Guy Renard qui nous disait... Bah oui, Pékin, c'est aussi une fausse neige et une ambiance bizarre, mais les performances restent exceptionnelles. Bravo aux athlètes. Parce que j'ai demandé, moi, aux athlètes qu'on a reçus sur le plateau, comment ils avaient vécu le fait d'être dans une bulle. Alors, il s'est avéré que c'était des très jeunes. Il y avait Hugo... oh mon Dieu. La Palisse qui était là, c'était ses premiers jeux, donc il n'avait pas de référentiel. Toi qui en as vu et revu des JO d'hiver, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quelle a été l'atmosphère de cette édition? Eh bien oui, c'était des jeux à huis clos, c'est-à-dire que les installations étaient magnifiques en plus. Une patinoire de 19 000 places, un anneau de vitesse absolument merveilleux, et quand je dis 0 spectateur, quelques invités des autorités chinoises. Donc voilà, quelques invités des autorités chinoises qui en plus étaient très séparés les uns des autres. Au-delà de ça, je trouve que un podium olympique, c'est un souvenir pour une vie. C'est-à-dire que déjà très peu y ont droit. La plupart ne feront jamais de podium olympique. Mais de demander aux athlètes de mettre un masque
sur un podium olympique au moment où son hymne national s'élève, je veux dire, ça n'a pas de sens. Toute décision est acceptable à partir du moment où elle est cohérente. Mais là, en plein air, parce que la Medal Plaza, c'était en plein air. En plein air, testé plusieurs fois par jour. Pardon? Et en plus, ils sont testés plusieurs fois par jour. Ah bah, déjà, nous étions testés plusieurs fois par jour, là, les athlètes encore plus. Donc, il n'y avait absolument aucun risque. Et ça, je trouve que... Parce que qu'est-ce qui va rester? Une photo qui est une photo pour la vie avec un masque. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc je me mets à la place des athlètes. Je ne sais pas, celui que tu as reçu, sans doute n'était-il pas médaillé, je ne sais pas, mais je trouve que ça, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Donc voilà, ça j'ai regretté, effectivement, de ne pas avoir de public. Bon, sur les épreuves extérieures, type ski alpin, etc., c'est pas trop gênant, encore que, il y a quand même l'air d'arriver, etc. Mais sur les épreuves intérieures, comme le patinage, c'est extrêmement gênant. Et la médaille d'or de Papadakis Cizeron, bon, nous, on l'avait, il y avait 3 supporters français dans le stade, Annick, Philippe et moi, je schématise un peu, mais pas loin. Donc si tu veux, voilà, j'espère que tu as crié très fort pour nous tous. Oui, ça c'est vrai. Il y a XO qui nous demande, est-ce qu'il y a des sports que tu n'as pas encore commentés et qui t'intéresseraient? Parce que c'est vrai que tu as commenté beaucoup de sports, et Ekelpoop qui complète, et à l'inverse, est-ce qu'il y a des sports qui ne t'intéressent pas et que tu as commenté quand même? Des sports qui ne m'intéressent pas, que j'ai commenté quand même, sans doute comme remplaçant. Tu sais, quelquefois, il faut être prêt si le commentateur n'est pas là ou s'il a une extinction de voix, ça a dû m'arriver. Mais des sports, en revanche, que j'aurais aimé commenter, par exemple, le Tour de France cycliste, à travers, bon là, il se trouve que depuis 2 ans, avec une revue de presse, je suis un petit peu plus dessus, mais tout ce qui est environnement, paysage, etc., ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, parce qu'on parle parfois du Tour de la France, ce qui est vrai d'ailleurs. Maintenant, en plus, il part un peu à l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui me plairait, donc qui sait. Okay. Mais voilà, sinon, je suis plutôt heureux avec ce que je fais. Et le foot? Il nous demande dans le chat, est-ce que le foot, vous aimez le football français? On nous demande. Est-ce que vous aimez le football français? Est-ce que j'aime le football français? Est-ce que j'aime le football tout court? Moi, je reprends. J'aime le football français, j'aime le football tout court. Je ne suis pas un passionné du ballon rond au point d'aller hurler dans les stades, etc. Là, vous imagineriez, je pense, un petit peu dans les ultras du PSG. Mais je m'intéresse, je vais vous dire, je m'intéresse aux grandes équipes, mais je m'intéresse plutôt aux petites équipes. Je suis pour différentes raisons un supporter de Brest et de Metz pour différentes raisons d'attache familiale et autres. La Bretagne. Parce que j'aime cet état d'esprit. Je vais plus vers ces équipes-là que vers les superstars. Mais ça, c'est pour le foot, mais sur le sport en général, quel est pour le coup ton sport préféré? Ça va être le tennis, le patinage artistique? Je pense que, si tu veux, dépendant de la période de l'année où on me pose cette question, en hiver, par exemple, en ce moment, je dirais sans doute le patinage. Et là, les événements récents me confortent là-dedans. Maintenant, et puis ça va en être le tennis. J'aime beaucoup l'athlétisme. L'athlétisme dont je parlais tout à l'heure sur un plan d'arc-en-ciel de tout ce que j'aime, de nationalité, etc. Évidemment, correspond parfaitement à ça. C'est le sport le plus international avec pas loin de 200 pays qui participent à l'athlétisme. Pour moi, c'est tout ce que j'aime, parce que c'est plein de sports différents. Donc voilà, mais le tennis, évidemment, j'ai la chance de côtoyer Rafael Nadal, qui est un garçon pour lequel j'ai une très très grande admiration, qui vient là de gagner, nous en avions parlé sur France Info, tu t'en souviens, l'Open d'Australie, et de devenir le plus grand joueur de l'histoire. Voilà, et en plus Rafael, il me plaît comme tennisman, ça va de soi, mais également comme être humain. Mais d'ailleurs, moi, j'ai regardé des best-of et des trucs comme ça avant, pour être honnête. Et en fait, je ne sais pas s'il y a des secrets pour connaître les règles de tous les sports, les points clés de tous les sports que tu commentes, ou quand tu vas interviewer les artistes après leur performance. Les sportifs après leur performance. Tous les points clés, que ce soit la gym, le patinage artistique, l'athlétisme, le tennis, le golf, on dirait que toutes les règles sont claires, tous les enjeux de chaque compétition sont clairs. C'est fou. Honnêtement, est-ce qu'il y a un secret?
J'ai bien aimé quand ta langue a fourché, tu as dit artiste à la place de sportif, mais pour moi c'est lié. Souvent les sportifs sont également le patinage, c'en est la quintessence. Ce sont vraiment des artistes. Alors pour répondre à cette question, bon, je pense que là il y a une forme de respect du public qui est de savoir si possible ce dont on parle, mais et ça c'est très important, de ne pas assommer le public avec des statistiques, de ne pas être professoral, et d'ailleurs pour ça il y a un petit truc que nous avons, je suis loin d'être le seul, poser au consultant. Le consultant c'est celui qui commente à côté de commentaires de tennis, d'athlétisme, de football, que sais-je, poser une question dont on connaît la réponse. Mais le fait que moi ça m'est souvent arrivé avec Philippe, je pose une question dont je connais la réponse, mais le fait que ce soit Philippe qui donne la réponse, crédibilise le reportage, et je trouve que c'est très bien ainsi. Oui, puis on se rend pas compte que le commentaire, c'est aussi la narration en fait. C'est le narrateur, c'est celui qui va raconter l'histoire. Et en fait, quand tu regardes du patinage artistique par exemple, et que tu as que le commentateur qui te dit c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer, quand on sait le travail qu'il y a derrière, ou l'année difficile qui viennent de passer, en fait, ils vont donner des billes pour toi. Prendre la mesure de ce que tu es en train de voir. Et en fait, je trouve que c'est là où il y a les bons et les mauvais commentateurs. Non, mais si tu es là qu'avec des statistiques, je veux dire, tu donnes pas de sens à l'histoire. Tu relèves pas, tu mets pas de saveur, tu mets pas de goût. Et la personne qui est devant la télé, c'est pas forcément quelqu'un qui sait ce qu'il regarde, qui connaît la discipline. C'est parfois un rendez-vous unique tous les 4 ans pour le patinage artistique, tous les je sais pas combien d'années pour le reste, où en fait, t'arrives sans avoir suivi forcément les profils. Et on attend du commentateur qui te fasse un rattrapage. Ouais, qu'on comprenne les enjeux tout de suite. Bah oui. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. Oui, mais pour ça, il faut qu'ils connaissent bien les disciplines. Myriam, je vais être obligé de vous quitter, mais le temps passe très vite en votre compagnie. C'est un vrai bonheur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nelson. C'était un vrai plaisir de t'avoir, de t'écouter. Et réciprquement. Et on se retrouve bientôt sur France Info. Oui, tu as promis début mars. On t'embrasse. Merci beaucoup. J'espère que tu as bien aimé Twitch. Oui, j'espère qu'on t'a fait aimer Twitch pour ton petit baptême. Oui. Je vais faire votre promotion. Comptez sur moi. C'est très très sympa. C'est très sympa. Merci beaucoup. Bonne journée. Je sais pas quelle heure il est pour moi. Je crois que je vais aller me coucher là parce que à Pékin, j'ai une vidéo de 20h ou ce genre de choses. Il est 1h10. C'était un vrai bonheur. Bonne nuit. Il était partagé. On t'embrasse. Au revoir. Au revoir. Quel amour. Mais quel amour, c'est clair. Ah non, mais écoute. Toi, t'as trop de la chance. Tu travailles avec lui alors, des fois. Alors, ouais. Et puis alors, je vais te dire une petite anecdote, c'est que quand j'ai commencé à France Info le soir. Là, comment j'ai rencontré la première fois Nelson Montfort. Il y a 5 ans, France Info, donc la chaîne d'information du service public est lancée, et moi, on me confie les rênes du soir. Donc, je présente la tranche du soir entre 21h30 et minuit. C'est hyper sympa, enfin, on fait plein de trucs, on est hyper novateur, on essaie d'avoir un ton et tout machin. On est très libre de faire un peu ce qu'on veut, on a la confiance des boss, donc tac. Et je sais pas, au bout d'1 mois et demi, je croise dans les couloirs Nelson Montfort. Il me dit « Ah, ma chère Myriam !» Je fais « Pardon ?» Je dis « Bonjour !» Il me dit « Ah, mais je tiens à vous dire, vous êtes formidable, j'adore ce que vous faites. » Alors là, non, mais Nelson, mais j'ai rien fait encore. Je comprends pas. Il me dit « Ah, je regarde le soir, vous êtes rafraîchissante. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Bonne continuation, bravo. » J'avais trouvé ça mais formidable. Je suis rentrée chez moi. Trop la classe. Trop la classe. Et il y a l'effet Nelson. Il y a quand même l'effet Nelson. Parce qu'à chaque fois que je dis Nelson Montfort, là, j'avais reçu des gens formidables pour des artistes pour les Franglaises. Le spectacle, on était allés voir ensemble, tu te rappelles. J'avais reçu Zach et je crois que c'est Adrien sur le plateau. Et on parlait pour débriefer une fois que la matinale s'est terminée. Il y a Nelson qui est passé. Et je lui dis, bah tiens, vous voulez une photo avec Nelson? Ils font, Nelson Montfort. Ils sont devenus 2 enfants. Et Nelson, il a joué le jeu. Il est pour ça hyper accessible et adorable. C'est vraiment quelqu'un que... En même temps, il est vraiment trop stylé. Moi, je l'avais croisé à Roland-Garros quand j'avais été. Et vraiment, il est stylé, quoi. Il est trop stylé. Bref, moi, j'étais trop content. J'espère que vous passez un bon moment et que vous étiez content d'avoir Nelson avec nous. En tout cas, lui, il a joué le jeu, il était avec nous et il a partagé avec générosité toutes ses actualités. Alors Hugo, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on avait prévu plein de choses. Il est déjà 1h moins 5. On va peut-être parler de la date.
Ouais, Adam nous dit Myriam, je t'ai mis en best-of et en florilège de photos avant que tu partes en vacances. Très gentil, Haddad, toujours très attentionné. Merci, Haddad. Nat du 05, je trouve génial l'humilité de Nelson Montfort, tellement instruit et si humble. C'est très bien décrit. Osneto, ce genre de personnage avec lequel j'ai grandi pendant combien de vacances il était là. Incroyable. Non, bravo. C'est tout à fait juste. Il fait partie. Après, je ne sais pas si c'est une génération, parce que Jamie, qui a peut-être un petit peu plus jeune que Nelson, je ne sais pas, oui, je pense, oui, quand même un peu. C'est pareil. C'est des gens, si tu veux, et ça se perd aujourd'hui, je trouve, qui sont honorés de leur notoriété. Tu vois, il y en a quand ils sont connus, ils ont le melon, puis ils se sentent un peu. Ils vont twerker dans une église ou des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et moi, honnêtement, ça. En fait, tout le monde dit c'est hyper choquant et tout, mais je me demande combien de gens ont réellement été choqués. Je sais pas si c'est vraiment des trucs choquants, parce qu'en vrai, il y a des trucs que je vois, ça me choque. Mais là, moi, ça m'a pas choqué du tout et j'ai trouvé que vraiment on en faisait tout un truc pour rien. Voilà. Moi, c'est que mon avis, mais vraiment. Alors bon, on parle peut-être d'une vidéo à côté de laquelle vous êtes passé. Je vais vous montrer la vidéo. C'est une vidéo qui a été diffusée sur le net mercredi dernier. C'est deux influenceurs qui dansent en croc-top. Vous savez, c'est les hauts qui s'arrêtent en dessous de la poitrine. En croc-top dans une église avec derrière eux un crucifix. Et qui ont mis cette vidéo sur TikTok. Et là maintenant on est mardi, mais dimanche, la vidéo en 4 jours cumulait 20 millions de vues. Et surtout, ils ont été victimes d'un déferlement de haine et de menaces. Et donc, résultat... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon conjoint qui est passé, mais tu sais, qui s'est fait... Non, t'as pas vu. J'ai eu un petit fantôme qui est passé à côté de moi. Ouais. On le voit dans le reflet de la télé. Il y a un fantôme dans ma cramé. Qu'est-ce que je disais? Du coup, ça me faisait rire, ça m'a déconcentré. Oui, voilà. Et du coup, ils ont reçu beaucoup de menaces de mort et maintenant ils demandent la protection de la police. Ils auraient été reçus. Mais attends, t'as vu leur vidéo d'excuses ou quoi? Attends, il y a eu une vidéo d'excuses. Il a dit je ne m'excuserai pas. Ouais, mais après il a fait une vidéo où il dit je viens de prendre conscience de mon comportement et il danse devant une croix de Jésus encore. Il me fume la gueule, moi. Mais bref, Créposuc dit certes, cette histoire d'église m'a fait prendre conscience d'à quel point la religion est importante pour certains jeunes. Je ne pensais vraiment pas. Et j'avoue que moi non plus. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je me dis si ça choque vraiment des gens, je suis le premier à étonner. Et à quel point non, mais il n'y a pas d'excuses pour eux. C'est bon, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Il n'y a pas d'excuses. Ah oui, t'en penses quoi, quelle poupe? Tu trouves que c'est grave? Certes, il n'y a pas à harceler et tout, mais il a mérité son ban. Ah oui, il a été banni forcément. Et EgoProp dit le crop top, c'est la vie. Bon, bah, si c'est la vie, Jésus, il est pour la vie. Attendez, moi, s'il vous plaît, parce que là, vraiment, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui, pour vous, est choquant? Le fait qu'il soit en croc-top, c'est-à-dire un peu dénudé dans une église? Je demande au chat, parce que toi, comme moi, on n'a pas vraiment d'avis, on ne trouve pas ça. Ils auraient tagué sur un crucifix, là oui, tu vois. Ils auraient craché dans de l'eau bénite, là oui, tu vois. Si tu veux être. Donc moi je vous demande, c'est quoi qui est choquant pour vous? Le fait qu'ils aient mis de la musique par exemple dans une église, parce que eux expliquent à Nouna qu'ils n'ont pas mis de musique, qu'ils ont dansé et chanté, qu'ensuite au montage ils ont rajouté la musique, donc ils n'ont pas fait du bruit dans l'église. Est-ce que c'est parce que voilà, j'aimerais bien savoir. Alors eux, leur réponse là, tu me dis qu'il y a eu des excuses un peu on se fout de la gueule. X te dit c'est le geste sexualisant devant un objet sacré. Le geste sexualisant, ah oui, c'est le un objet sacré, ok. Le déhanché, la danse lascive. Ouais. Ok, bah c'est marrant. Alors il y a Osneto qui nous dit sans me positionner, je pense que le côté blasphème dérange plus par homophobie que dans les textes de Booba ou les pages de Charlie Hebdo. D'ailleurs, j'ai vu que Nelson Montfort, il est né à Boulogne-Billancourt comme Booba. Donc je pense qu'ils n'ont pas pris la même direction, c'est marrant. Mais... Axial, je n'ai pas vu la vidéo concernée. Harcèlement... Vas-y, pardon. Axial dit, je n'ai pas vu la vidéo concernée, mais de ce que j'entends, tout est choquant. Donc Axial, est-ce que tu réagis à quelque chose que tu n'as pas vu et vraiment tu fais la personne... Non, j'arrête de provoquer, j'arrête. On va regarder, j'essaie de trouver la vidéo, mais elle n'est pas trop dispo, elle n'a pas l'air d'être... voilà. Ah bon? Mais si, moi je l'ai... Genre Internet ne la met pas en avant, on va dire. Ah, elle est là, c'est bon, je l'ai. Alors, on remarque qu'on voit rien. En tout cas, moi je profite de cette actualité.
pour faire la promotion d'une campagne qu'on a commencé à faire avec France Télévisions qui s'appelle M sans N et qui fait la promotion notamment d'un numéro de téléphone, c'est le 3018, qui est à la fois un numéro de téléphone et une application si vous êtes victime Alors, je vais juste vérifier. Montre la vidéo si tu veux, je vais juste vérifier le numéro de téléphone si c'est bien 3018. Voilà, donc là on voit la vidéo. Akofril, salut Akofril, bienvenue parmi les followers. Voilà, donc là on a vu la petite vidéo diffusée par El Cyril Hanouna. Donc bah ouais, en vrai voilà, il fait ça, il danse. En tout cas, moi ce que je voudrais qu'on retienne de tout ça, c'est qu'il y a un numéro de téléphone si vous êtes victime de cyberharcèlement, c'est le 3018. Et il y a une application qui va avec, ça vous permet aussi de savoir si vous êtes victime, quels sont les outils, il y a des psychologues, il y a des conseils juridiques pour vous permettre de savoir quelles sont les démarches, comment on peut arrêter un certain nombre de tweets haineux, comment vous protéger de ça, parce qu'on est souvent seul face à ce genre d'injures, on se sent très isolé à cause des réseaux sociaux. On a le sentiment aussi qu'on peut rien faire et c'est pas le cas. Donc si c'est pas le cas pour vous, tant mieux. Si vous entendez parler de quelqu'un qui est victime de cyberharcèlement, c'est clairement, alors je sais qu'on dirait un communiqué de presse que je dis, mais moi j'y crois profondément, c'est clairement l'affaire de tous parce que c'est l'affaire de celui qui fait rien, c'est l'affaire de celui qui partage, c'est l'affaire de celui qui pense que c'est drôle et qui met juste un j'aime, alors que derrière il y a quelqu'un qui est en train de sombrer dans le gouffre. On sait que parfois ça finit avec des scénarios catastrophiques, avec des gamines qui vont se suicider, des gamins qui vont se... Donc voilà. D'ailleurs, Créposuc pour parler... ce numéro 3018. C'est une application et un numéro de téléphone. D'ailleurs, pour rebondir, il y a Créposuc qui dit son harcèlement en parlant du mec qui twerk est bien plus choquant que sa danse. C'est vrai que le harcèlement qu'il a subi derrière, parce que pour moi c'est ça, c'est que le mec il fait ça pour buzzer, mais comme je sais pas, comme Pécresse qui dit les mots grand remplacement dans son discours, elle le fait pour buzzer et derrière bah voilà ça buzz et alors qu'en vrai personne est vraiment en mode oh mon Dieu, enfin personne, je dis personne, j'exagère, mais je veux dire la majorité des gens sont pas plus choqués que je sais pas moi si tu vois un chasseur tuer un sanglier, tu vois. Donc enfin, il y a quand même une réalité, c'est que la question du religieux en France, c'est peut-être l'une des plus touchy et c'est dire combien on peut reculer sur ces questions-là, que ce soit une religion ou une autre. Je trouve que c'est épidermique et c'est surtout, moi je vais te dire ma réalité, je pense que si ces gamins-là ont fini par recevoir des menaces de mort ou des choses comme ça, c'est que derrière, tu as plein de groupuscules de bots d'extrême droite, de cathotradis et d'identitaires qui ont poussé ça. Parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne, les réseaux sociaux, et comment la haine peut monter, et arriver à un moment, tu crées quelque chose. Donc, de toutes les manières, avec une vidéo comme ça, tu te mets à dos les homophobes, les identitaires, les masculinistes, et ça buzz, et voilà. Et ceux-là, c'est ceux qui savent très très bien avoir du poids sur les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment savoir qu'il y a des solutions qui existent. Eux, ils sont organisés de leur côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens un peu plus sains qui ont des mauvaises réactions. Mais en tout cas, quand on a des ennemis aussi grands, bah, sachez qu'il y a aussi des structures qui sont en train de se développer et qui permettent à ceux qui sont victimes de cyberharcèlement de réagir et d'avoir des soutiens. Et ça, c'est très très important. S'il y a un numéro que je voudrais que vous reteniez ou que vous diffusiez autour de vous si vous entendez des gens qui sont en détresse, c'est le 3018. Voilà. Et Ekelpoop, du coup, pour buzzer, Ekelpoop nous dit du coup, je vais aller twerker au Vatican ce week-end. Voilà, donc bah écoute, on espère que tu vas buzzer à fort. On te donne toute la force qu'on peut. On retweetera avec plaisir. On pas de chercher. Hein. Moi, je retweet, moi. Vitoudini dit c'est plus une histoire d'éducation que de protection des jeunes, je pense. Et bah écoute, je sais pas, Axial, du coup, après. Tu sais. Les petits jeunes, en l'occurrence, ils ont expliqué que sur les réseaux sociaux, quand ils faisaient des vidéos, ils se faisaient moquer. Ils avaient beaucoup de commentaires homophobes avec des discours religieux. Et qu'en fait, c'était en réponse à ça qu'ils sont allés dans l'église et qu'ils ont joué la provocation. C'est qu'ils en avaient marre d'être la cible de critiques de la part d'identitaires. Ce que je veux vous dire, et on va en parler avec moi, je trouve que l'église, ils devraient plutôt communiquer en disant bah écoutez, nous, il n'y a pas de problème. Et comme ça, ils montrent qu'ils sont ouverts. Et voilà, ça fait une bonne pub à l'église. Hein. Moi, je trouve ils ont mal joué leur coup de com', mais bon. Après, voilà. Axel dit du coup, après avoir vu la vidéo, c'est pas normal, un manque de respect pour les personnes qui fréquentent les lieux de culte et ce qu'ils représentent. Bah, manque de respect, je sais pas, c'est voilà, il y a un côté artistique, voilà. Est-ce que art et église peuvent être, art vivant et église peuvent être séparés, ou est-ce qu'on peut en faire un truc commun? Moi, je pense que voilà, c'est possible de faire les deux. Il y a pas à dire bon bah les mecs, il a bougé comme ça pendant 3 secondes devant un crucifix, il y a pas mort d'homme, il y a rien, c'est pas condamnable par la justice, voilà. Bon bah c'est légal. Par contre, harceler, c'est pas légal. Adama Camara est avec nous. Est-ce qu'on te demande ce que t'en penses?
Oh, ah. Attends, on l'a ou pas? Adama arrive. Ah, attends, je vais demander. Ouais, il y a aussi on va des faire trucs... arriver sur la plateforme. C'est vrai que du coup, on critique TikTok. Vituni dit il y a aussi des trucs intelligents sur TikTok. Ouais, il y a un peu de tout sur TikTok. Hein. J'ai pas trop suivi. Là-bas, c'était par provoque engagé ou juste comme ça selon lui. Oui, c'était de la provoque. C'était évidemment de la provoque engagée et volontaire. Et c'était pas du tout anodin, même si c'était des réactions. Salut Adama. Voilà, il est arrivé. Ça y est, t'es parmi nous. Bienvenue à toi. Merci d'être avec nous. Merci pour l'accueil. Hein. Franchement, merci pour l'accueil et votre gentillesse, comme quand j'étais venu en plateau. Bah ça, c'était Myriam. Super de t'avoir avec nous. Ouais, Hugo, il y est pour rien. Moi, j'y suis pour rien. Mais moi non plus d'ailleurs. C'était ouais, il était très content de t'avoir. Et Hugo, il aime bien faire le petit mesquine, mais t'inquiète pas que c'est lui qui gère. Sans lui, il n'y aurait pas de Twitch. C'est un petit peu notre talent numérique. Ah bah oui, moi tu sais, je suis un peu larguée. T'en penses quoi du coup, toi? Moi, je connaissais pas Twitch. J'ai connu Twitch aussi par rapport à une association. J'en ai engagé. Eux aussi, ils sont pas mal sur Twitch. Et donc, moi, on va dire, c'est mon premier Twitch, quoi. Ah, bah bienvenue. Une première pour Nelson Montfort qui était juste avant, une première pour toi. L'honneur est pour nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Là, on parlait de l'anecdote des petits jeunes qui se faisaient un petit peu harceler. Et ce que je disais, c'était qu'il ne faut pas céder parfois à la colère qu'on peut ressentir, que ce soit de manière numérique ou même dans le réel. Toi, ça a été ça ton expérience de vie, c'est-à-dire que ton frère, Sada, a été assassiné par son groupe d'amis, un peu poussé par les grands frères, si j'ai bien compris. Tu as coup de couteau. Ça va plonger toute ta famille dans la détresse, évidemment. Et toi, tu vas pas savoir gérer cette colère. Et tu vas te venger, en fait. Tu vas pas être capable de surmonter ça. Tu vas attendre ton heure. Les choses vont se décanter. Tu vas passer un peu plusieurs étapes. Tu vas te digérer. Puis ça va revenir de voir que la place que méritait ton frère pendant les anniversaires, pendant les repas de famille, tout ce qui loupe, la naissance de ta fille, tout ça, c'est quelque chose qui va faire renaître ce sentiment un peu de vengeance, et tu vas ici succomber. Comment t'expliques ça d'abord? Bah déjà, quand on perd un proche, déjà d'une mort naturelle, c'est toujours, ça fait mal déjà, c'est compliqué. Alors une mort tragique à cause d'un tiers, c'est plus difficile, et aussi l'acceptation, c'est très compliqué. Aussi le deuil et le sentiment en tant que grand frère, d'avoir la culpabilité de se dire oui, j'ai perdu mon frère, j'ai pas su le protéger. Et de voir aussi sa famille détruite, parce que quand on perd un proche, malheureusement, c'est toute une famille qui est impactée, qui est détruite. Pendant longtemps, je me bats contre cette envie de vouloir me venger, mais malheureusement, j'en parle pas à mes proches, j'en parle pas à ma petite amie de mes souffrances, de ma tristesse, de ma colère, j'en parle pas à mes parents, j'en parle pas à mes frères et sœurs, ni à mes amis, pour pas qu'on me juge. Et pour moi, j'avais une connotation entre psychologue égale fou. Comme aujourd'hui, je parle énormément avec des jeunes, quand je parle de l'aspect psychologique, et pour nous, on a une connotation psychologue égale fou. Et je me dis, je suis pas fou pour aller voir un psy. Donc, tout ce cocktail, malheureusement, a fait que je me faisais mes questions et mes réponses tout seul. Et à un moment donné, j'ai tout fait. Je me suis dit, il faut que j'agisse, je fais quelque chose pour me sentir mieux. Et peut-être que si la famille en face souffre aussi, peut-être que ma mère va moins pleurer et peut-être que nous, on va moins souffrir. Mais c'était une grosse connerie de penser comme ça. Adama, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, c'est tout bête. C'est un soir, je donne le biberon à ma fille et j'ai plein d'images qui me viennent à l'esprit. Et je me dis, en fait, j'ai une tête, mais j'ai deux visages. J'ai le visage que je montre à la famille, en fait, que je vais bien, je construis ma nouvelle vie. Et j'ai le visage quand je suis tout seul, que je suis triste, j'ai mal. Et je me dis, la fille que j'ai dans les bras va jamais connaître son oncle. Et mon petit frère va jamais connaître sa nièce. Et de là, j'étouffe. Je me dis, bon, faut que je fasse quelque chose. Faut que j'agisse pour me sentir mieux. J'étais persuadé, donc je me procure une arme dans les jours à venir. Après, je croise les grands frères des personnes concernées qui ont tué mon petit frère. Et de là, je leur tire dessus à plusieurs reprises. Dieu merci, j'ai tué personne. Et une fois que je suis en garde à vue, je réalise déjà sur le coup qu'en fait, ça m'a pas fait du bien. En fait, j'ai toujours mal et j'ai encore plus mal parce que je vais faire plus de mal à ma famille et je viens de blesser des personnes graves. Donc, en fait, c'est là que je me rends compte que la vengeance, on pense qu'on va se sentir mieux si on se venge, mais au final, on se sent même pas mieux. Et alors, tu as écrit un ouvrage. C'est le titre, c'est ton numéro d'écrou 55 352. 852. Ça, c'est un chiffre que tu n'oublieras jamais, évidemment. Jamais de la vie.
Parce qu'en fait, tu vas donc être incarcéré, hein, placé en mandat de dépôt, c'est-à-dire que le jour même, on va venir te chercher chez toi. Alors, malheureusement, c'est que tu passes chez toi pour dire à ton frère, reste pas dans les parages, les flics vont débarquer, sauf qu'ils vont débarquer un peu trop tôt. Tu te fais interpeller, ton frère aussi. Tes parents ont perdu un fils 3 ans plus tôt, 3-4 ans plus tôt. Deux autres fils vont aller en prison, toi et ton autre frère, incarcérés. Ça va durer plusieurs années. Oui. Les portes de la prison vont se refermer sur toi, se referment d'ailleurs sur quelqu'un à ce moment-là de têtu. C'est-à-dire que tu te rends compte que là, va y avoir un nouveau tournant, mais dans un premier temps, il n'y a pas de regret. Il y a un geste qu'il fallait aboutir. Bah, c'est un geste qu'il fallait aboutir et je me suis dit à un moment donné, avec tout ce que j'ai de culpabilité, de souffrance, de peine et de haine aussi, parce que je me dis, si cette personne-là, ce soir-là, n'avait pas brandi ce couteau et planté mon frère à plusieurs reprises au niveau du thorax, mon frère serait présent. Donc, quand je rentre en prison, j'ai vraiment pas de regret parce que je me suis dit, voilà, il fallait le faire, je l'ai fait, aujourd'hui j'assume. Mais avec le temps, je me rends compte quand je vois même ma fille grandir au parloir, quand j'ai ma mère au téléphone, quand j'ai mon père en face de moi au parloir et voir ma petite amie au parloir, je vois que j'emprisonne aussi ma famille. Parce que quand on va en détention, on emprisonne aussi énormément sa famille. Et quand je vois tout ça, je me dis, mais en fait, j'ai fait plus de mal. Déjà, on avait beaucoup de mal, mais là, j'ai fait plus de mal à ma famille. Et même à moi-même, parce qu'en étant incarcéré, je suis pas heureux, je suis pas content, quoi. Mais comment ça se passe? Ah oui, vas-y. Il y a juste une question dans le chat. Quelle était la cause de la rixe? La cause de la rixe, en fait, il n'y a pas de cause de cette rixe. En fait, mon frère, il s'est pris la tête avec son ami. Parce que souvent, quand on est au quartier, on peut se prendre la tête pour un match de foot, pour une nana ou autre. Mais là, il n'y avait ni pour un problème de nana, ni pour un problème de trafic de stupéfiants, dans les choses qu'on peut entendre. En fait, ils se sont pris la tête bêtement. Ils ont fait un tête-à-tête. On a l'habitude de se battre voilà, on a grandi au quartier. Quand on s'entend pas, on se fait un tête. Après, voilà. Ça, on part sur autre chose. Mais là, la personne, malheureusement, n'a pas accepté la défaite. Et quelques semaines après, ils se sont revus, se sont rebattus. Et là, il y en avait un qui avait un couteau et qui l'a planté à plusieurs reprises. Il y a une question très dure. Je ne sais pas quelle va être ta réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à pardonner à ceux qui ont tué ton frère? C'est une très bonne question. Je l'entends souvent quand je fais des interventions. Est-ce que je leur ai pardonné? Pardonner, ils n'ont pas demandé pardon, déjà. Et c'est ça, alors qu'on a grandi ensemble, moi, leur maman, je l'appelais maman, et eux, pareil, vice-versa. Et aujourd'hui, leur pardonner, oui, parce qu'aujourd'hui, avec le temps, j'ai appris un peu à faire le deuil. De toute façon, le deuil, comme je le dis, c'est toute une vie, on aura mal. Mais aujourd'hui, je les pardonne, parce qu'aujourd'hui, si je les croise dans la rue, je vais pas aller les agresser. Et peut-être je leur poserai une question, comment tu te sens aujourd'hui, toi, d'avoir tué ton ami? C'est la question que je leur poserai. Mais sinon, oui, bien sûr, je passe à autre chose aujourd'hui. Aujourd'hui, j'essaie d'accompagner ma famille. Moi aussi, je suis suivi, je suis accompagné. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, même quand je sensibilise, je parle avec les jeunes. Je leur dis dans n'importe quelle situation, que ce soit dans des rixes ou dans la vie en général, parce que même quand je sensibilise dans des écoles, à la fin, je vous donne une anecdote, j'ai une jeune fille qui est venue me voir, qui m'a dit, tu sais, Adama, quand tu parlais de la morgue, quand tu es parti voir ton frère, tu l'as touché, il était froid. Elle me dit, moi, j'ai vécu la même chose, mais chez moi, quand je suis rentré dans la chambre de ma mère, je l'ai touchée, j'ai vu qu'elle était froide. Et elle me dit, je comprends ce que tu as vécu. Et pour moi, je me dis, une jeune fille qui se livre à moi doit se livrer aussi à un psychologue, se livrer un peu plus, parce qu'elle me dit, à la fin, il n'y a personne ça qui le sait à l'école, hormis les profs. D'ailleurs, il y a une question intéressante. Ça, je me dis, c'est... Oui. Ouais, il y a une question intéressante dans le chat de Crébossuc. On a souvent l'impression que la prison n'est pas très efficace pour se réinsérer, ne pas récidiver. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a permis de changer et de te relancer? Est-ce que c'est la prison, effectivement, qui a permis ça ou pas du tout? Non, la prison, quand on arrive en prison, on se rend compte que déjà, on est privé de liberté, on est privé de pas mal de choses. Après, il faut se dire que la prison, ça a un impact. Parce que les gens qui pensent que, oui, la prison, ça fait rien aux personnes, ils sortent, ils récidivent, c'est pas vrai. La prison, ça a un énorme impact sur notre vie, à nous personnels, et sur la vie de nos proches. Et souvent, la récidive vient que quand, moi, je prends un exemple, il y a des jeunes que je vois, des personnes que je voyais sortir, revenir pour la même affaire. Donc, quand je leur dis, mais comment ça se fait, tu retombes toujours pour la même affaire? Ils me disent, écoute, aujourd'hui, j'ai un casier judiciaire, je sors, quand je cherche du taf, on me donne pas de taf.
Et il me dit, bah, le seul truc que je sais faire, c'est ça. Et moi, je me dis, mais comment ça, tu ne trouves pas de boulot normalement, on a payé notre dette envers la société. Il me dit, ben, tu verras quand tu sortiras. Et quand je suis sorti, malheureusement, ben, j'ai vu que c'était très, très compliqué de trouver du travail. Lorsqu'on a un casier judiciaire, même si on a payé notre dette envers la société, on a quand même ce tampon qui dit qu'on a été incarcéré. Donc, si la prison, ça nous fait du mal, ça, c'est pas le Club Med. Comme aujourd'hui, j'explique, quand je vois des TikTok, on voit certains détenus montrer leur quotidien, rigoler ou autre, je fais bien comprendre aux gens que la prison, c'est pas le Club Med. Qu'à l'intérieur, on peut, comme avec les réseaux sociaux, on peut montrer ce qu'on veut, mais la vraie réalité, on la montre pas. Quelqu'un qui va pleurer, qui va pas être bien, qui va pas recevoir de mandat, qui va pas avoir de parloir, ça, il va pas le filmer. Ouais, bah oui, forcément. Alors, il y a une chose que les gens savent pas. Moi, je sais parce que je t'ai reçu sur France Info. Oui. T'es un sacré gabarit. On a fait une photo tous les deux. Bon, Ah, mais j'ai vu la photo. Incroyable. Légèrement. Tiens, Teddy Riner. Si tu la retrouves. Voilà. T'as un petit non, j'ai rencontré Teddy Riner. Ne le prends pas mal. Adama, il est un peu plus balèze que toi. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, c'est une masse. Mais toi aussi, t'es très carré. Je pense que ça aide quand on est en prison. Je parle de ça pourquoi? Parce que tu racontes très vite dans l'ouvrage, moi, ce que j'ai trouvé passionnant. Il y a deux choses. On reviendra après. Donc, vous avez compris dans le chat que maintenant, Adama fait beaucoup de sensibilisation sur les violences urbaines, les RICS. Et puis d'ailleurs, je vous invite, si le sujet, je vois qu'il vous intéresse beaucoup, il a aussi réalisé avec nos confrères de Street Press, vous savez qu'on a reçu Mathieu Mollard ici sur Twitch et combien on respecte le travail de Street Press, une série qui s'appelle RICS, où tu es allé à la rencontre de familles qui ont perdu un frère, un fils dans des RICS. Et donc, c'est des paroles que tu recueilles. Alors d'abord, je vais te dire, j'en ai regardé 2 ou 3. J'ai eu aussi beaucoup de mal pour toi, parce que tu recueilles des paroles qui pourraient être tes mots. Une détresse qui aurait pu être la tienne, des larmes de mère qui auraient pu être les larmes de ta mère. Moi, le premier que j'ai vu, c'était une maman. Et je me suis dit, il est en train d'entendre peut-être ce que sa mère aurait eu besoin de dire ou ce qu'elle a dit quand lui n'était pas là. Et je me suis dit, comment tu as incubé ces témoignages-là? Parce que quand tu les reçois, tu te rends bien compte que quel que soit toi le rôle que tu vas avoir, tu pourras pas soulager la peine. Et quand tu leur parles de manière raisonnable, elles te disent, il y avait des témoignages de nanas qui te disaient, tu leur disais, tu veux pas venir dans les lycées, les collèges parler de ce que tu es en train de ressentir, et qui te disaient, c'est pas possible aujourd'hui, j'ai trop de colère, j'ai trop de haine, il n'est pas possible d'avoir un pas de recul. C'est un peu, je me suis dit, est-ce que son combat, il est pas un peu vain? Parce que quand on est dans la plaie, c'est-à-dire quand la cicatrice ne s'est pas encore fermée, qu'est-ce qui peut vraiment soulager la violence et la colère? On te voit à l'écran là, le grand gabarit que tu es, à l'instant T. Oui. Éviter le passage à l'acte. Déjà, pour moi, sans le savoir, ils sensibilisent déjà. Parce que d'être devant la caméra et d'expliquer ce qu'ils ont vécu, pour moi, c'est déjà le début d'une sensibilisation, même s'ils ne s'en rendent pas compte. On a l'épisode avec Fatou, quand je lui dis, est-ce que plus tard, tu souhaiterais sensibiliser, parler aux jeunes? Elle me dit, pour l'instant, je n'ai pas la force. Et à la fin, je lui dis, si, Fatou, tu as la force parce que tu as fait la vidéo. Avec ta vidéo, aujourd'hui, on arrive à sensibiliser. On a sensibilisé énormément de jeunes, que ce soit dans les collèges, que ce soit dans les lycées, que ce soit dans les PJJ. J'étais dans une PJJ même ce matin, protection judiciaire de la jeunesse, que ce soit en détention. Donc, les gens voit le témoignage et se rend compte qu'une rixe, malheureusement, quand on perd un proche, derrière, il y a la famille qui est détruite. Moi, c'était ça que je voulais mettre en avant parce que je me suis dit, moi, j'ai perdu mon frère il y a 11 ans cette année, ça va faire 11 ans. Et aujourd'hui, quand je regarde 11 ans après, c'est toujours la même chose. Il n'y a rien qui a évolué, malheureusement. C'est que les familles, au début, il y a du monde parce qu'ils viennent pour les condoléances, tout le quartier est choqué, l'opinion même publique est choquée, mais 3 mois après, il n'y a personne. Il y a les familles et leur souffrance et leur plaie. Et c'est là que je me dis, à ce moment-là, moi, je me sens pas, on va dire, redevable ou je me sens pas obligé, mais je me dis, c'est là que moi, avec l'expérience que j'ai vécue, je dois être présent pour ces familles, pour les conseiller d'aller voir un psychologue pour en parler, pour les conseiller de pas s'enfermer entre eux, de créer un collectif entre mamans ou entre jeunes pour aller de l'avant, pour combattre ce phénomène, parce que les RICS, c'est pas un fait divers. Malheureusement, pour moi, c'est un phénomène de société qui date de très longtemps. Aujourd'hui, ça prend un peu plus d'ampleur parce qu'il y a les vidéos, les jeunes films et on le montre. Mais vraiment, les RICS, pour moi, c'est un phénomène de société. Alors, ce que j'aimerais bien que tu reviennes sur une chose, c'est que tu arrives en prison, porte sur ferme, tu vas te battre pour pouvoir voir ta fille, tu vas créer des espaces, faire enfant pour ça, parce que voilà, tu ne seras pas là pour les grands événements. Les 4 premières années, tu es emprisonné. Et puis, il y a aussi ce rapport à la violence dans les prisons.
où tu racontes qu'il va falloir que tu te battes à un moment donné et que ça, c'est incontournable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois montrer que tu sais gérer la violence pour être respecté d'une certaine manière, pour qu'on te laisse tranquille. Bah, à un moment donné, quand on arrive en prison, moi j'appelle ça la jungle, c'est la loi du plus fort malheureusement quand on arrive en prison. Moi j'ai vu malheureusement des personnes, des détenus qui n'aiment pas la bagarre, mais après ils se font racketter ou ils se font taper dessus. Moi quand j'arrive en prison, en fait j'arrive vraiment dans un esprit où je me dis c'est soit moi, soit eux. Et je préfère que ce soit eux que ce soit que moi. Donc j'arrive dans un esprit déjà bagarreur, je me dis on va me tester à un moment donné. Je connaissais pas la prison, je connaissais pas l'univers carcéral. Donc, pour un match de foot, quand un mec il commence à me gueuler dessus, je l'explique dans mon livre. Et quand je lui explique pourquoi tu cries, il me dit tu vas faire quoi? Ben, pour moi, la prochaine étape, c'est les points. C'est malheureux de dire ça, mais on arrive dans le monde carcéral. C'est un monde assez dur et violent. Donc oui, il faut s'imposer sans forcément faire la misère aux autres, taper les autres tous les jours. Mais il faut montrer quand même que faut pas me chercher. Moi, c'était ma mentalité. Tu vas faire, tu vas voir ton juge. Alors, ils vont être obligés de te relâcher parce qu'en fait, la détention provisoire, c'est-à-dire être en prison avant l'arrivée de son procès, il y a une deadline quand même. Tu peux pas garder quelqu'un à vie. Au bout de 3 ans et demi, 4 ans, tu es obligé de le relâcher. C'est ce qui va t'arriver. Donc, pendant quelques mois, tu vas être libre avant qu'il y ait ton jugement. Tu vas être jugé, tu vas être condamné à 8 ans de prison, tu en as déjà fait 4. Il y a quelqu'un qui demandait à combien étaient condamnés les meurtriers de ton frère, c'est pareil, 8 et 5, non, c'est ça? 8, et ils ont le complice a pris 8 ans et celui qui a planté mon frère, il a pris 10 ans. Et alors, il y a cette anecdote que tu racontes, c'est que quand tu vas donc y retourner, une fois que tu as été condamné, tu vas te retrouver avec un jeune homme en larmes, manifestement en situation de fragilité, et là, qu'est-ce que tu fais là? Bah, en fait, quand moi j'arrive à la maison d'arrêt d'ONU, quand je reviens, ça faisait 4 ans que j'étais dans cette prison. En fait, j'arrive, moi je connais déjà l'univers carcéral, je connais l'entrée lorsqu'on est à la fouille, lorsqu'on on fait les empreintes, les photos. Moi, ça, je l'ai vécu. Donc, je le connais. Et quand je suis au dispatching avec un détenu, et je le vois, il est en larmes en fait. Et quand je le regarde, je lui dis ça va? Il me dit non, c'est pas mon univers, tout ça. Après, moi, je lui dis, bah, de toute façon, mon pote, t'as pas le choix, là, on est là, on est là. Et après, j'essaye de lui remonter le moral parce que je voyais qu'il était pas bien. Et donc, après, je lui pose une question, je lui dis, est-ce que tu fumes? Il me dit non, je fume pas. Et de là, je vois le surveillant, le chef de nuit, et on devait aller aux arrivants. Je lui dis, bon, gradé, t'as vu le détenu qui est là, il fume pas, moi, je fume pas. Est-ce que vous pouvez le mettre avec moi? Parce que je vois, il pleure, il est pas bien. Donc, quand je le prends avec moi en cellule, j'essaie de le réconforter. Ce qui est étonnant parce que ça faisait quelques années que tu étais seul en cellule. J'étais seul, oui. Et là, tu décides de le prendre sous ton aile. Ouais, je décide de le prendre sous mon aile parce que ça m'a fait de la peine. C'est compliqué d'arriver en détention. Après, quand on commet un délit, il faut assumer, il faut aller en prison. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Mais, je sais pas, j'ai été pris par je reste un humain. Je vois quelqu'un en larmes, je peux voir passer, c'est comme si je marche dans la rue, je vois quelqu'un en larmes, et je vais essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, quand je le ramène avec moi en cellule, j'essaie de le réconforter, de lui remonter le moral. Et voilà. Et tu vas le coacher, il va appeler sa mère, il va s'écrouler. Quand il raccroche, tu vas lui dire ne pleure pas quand tu as ta mère au téléphone, pleure avant, pleure après. Mais elle, c'est très dur pour elle, tu peux pas lui rajouter de la peine à la peine. Donc en fait, tu vas essayer de lui faire gagner le temps que toi ou les conseils que toi, tu n'as pas eu finalement. Bien sûr, c'est clair, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, tu sais, ta maman, t'as incarcérée, elle doit pleurer tous les jours. Et si elle t'a au téléphone et elle entend que tu craques, tu pleures, dehors, elle va pas tenir. C'est pour ça que je lui ai dit devant moi, tu peux pleurer, c'est pas grave. Et je dis, mais tu peux pleurer avant, après, mais pas pendant l'appel. Pendant l'appel, si ta maman elle pleure, sois fort, dis-lui, écoute maman, t'inquiète pas, ça va s'arranger, je vais sortir. Après, il est sorti 1 mois après parce que c'était une erreur judiciaire. Aujourd'hui, je le vois encore dehors, il me remercie. Ouais, je le vois dehors, il me remercie. Mais je lui dis, voilà, quoi. Il m'a dit, non, mais parce qu'il y en a d'autres qui ont pu profiter de moi, demander à ce que, je paye une protection. Il me dit, toi, tu m'as jamais rien demandé. Je dis, pour moi, je t'aide, je te demande rien, quoi. C'était naturel. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, les gens qu'on rencontre, ah, c'est Mambiche, coucou Mambiche, c'est notre doyenne.
Hein qui a quelques décennies de plus que nous et qui est notre petit cœur. J'espère que ça va, Mambiche, qui dit les gens qu'on rencontre en prison sont très importants. Et je parle notamment des associations. Qui tu as rencontré en prison qui ont été déterminants pour toi? Moi, déjà, ce qui a été déterminant pour moi, déjà, c'est les psychologues père-enfant. Parce qu'elles ont fait un travail. Aujourd'hui, j'ai un lien fort avec ma fille. Sans ce dispositif par leur père-enfant, je pense pas que j'aurais eu un lien aussi fort avec ma fille. Parce que moi, quand je vois ma fille au parloir avec sa mère, ma fille, elle n'a pas le même comportement que quand elle est seule avec son père. Et d'avoir permis de bénéficier de ce dispositif par leur père-enfant, elles m'ont beaucoup accompagné aussi sur la paternité, parce que moi, c'était la première fois que je suis père. Même si je lui donnais le biberon, même s'il y avait pas mal de choses, j'avais beaucoup de frustration quand des fois, j'allais au parloir. Ma fille, elle refusait que je la touche, que je la porte. Et après, avec le temps, la psychologue, elle me dit, elle vous fait aussi comprendre que elle est mécontente de l'endroit. Voilà. Mais ça, moi, sur le coup, si on ne connaît pas, je dis, mais ma fille, elle m'aime pas. Ou peut-être qu'elle préfère quelqu'un d'autre dehors. Donc, on est vraiment dans toutes ces questions. Et ces psychologues, je les même remercié dans le livre. Et je parle du parleur père-enfant parce que c'est des rencontres pour moi déterminantes. Et même la rencontre avec la psychologue. Lorsque je vais voir la psychologue la première fois, c'est vraiment pour être bien vu au jugement, dire que j'ai un suivi psy. Mais au début, je lui raconte pas tout. Et au fil des années, au fil des mois, j'arrive à m'ouvrir avec la psychologue et je vois que ça me fait du bien. Et c'est pour ça que quand aujourd'hui je parle avec les psychologues et même quand je parle dans les établissements, je dis c'est dommage que vous les psys, vous n'êtes pas venus à l'école raconter quel est votre réel métier. Parce que nous, pour nous, psy égale fou. Si vous serez venus sensibiliser, ne serait-ce qu'une journée, venir raconter votre métier, de dire mon métier, c'est pas de vous juger, mon métier, c'est de vous écouter et poser des mots sur vos mots, comme je dis toujours, MAUX. Au moins, voilà, expliquer votre métier, on pourra plus aller de l'avant. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans ton témoignage que je trouve extrêmement intéressant. D'abord, c'est ce que je disais en propos, c'est que la prison, pour certaines parties de la population française, c'est un truc de Scarface qu'on voit à la télé, mais pour une autre partie de la population, c'est quelque chose qui fait partie du passage possible et potentiel. Et malheureusement, en gros, c'est les quartiers populaires, c'est les banlieues, c'est l'urbanité. Je pense que moi, j'ai grandi en banlieue, j'ai forcément des membres de ma famille, des amis qui sont passés par la case prison, ce qui signifie que pour moi, c'est pas quelqu'un quand quelqu'un est parti en prison, ça veut pas dire forcément que c'est quelqu'un de méchant, que c'est quelqu'un qui est à mettre au banc de la société, alors que malheureusement dans d'autres parties de la société française, t'es considéré comme un rebut si t'es passé par la case prison, sauf si tu t'appelles Sarkozy, Pasqua, Balkany, où là il y a un petit panache en mode voilà, c'est l'école blanc. Il y a un peu un fantasme très différent, mais c'est surtout une chose en commun. C'est que les gens qui sont passés par la case prison ne parlent pas de leur expérience parce qu'il y a une honte, parce qu'ils savent que ça veut dire qu'ils ont été en échec par rapport à ce que les uns et les autres attendent. Donc, en ça, ton témoignage est très riche et ton propos sur les psys aussi, parce que en banlieue, c'est des endroits où en fait on vit tous beaucoup de malheur, mais on le vit avec de l'humour et en fait on surmonte. Et dire que tu n'es pas capable de surmonter psychologiquement et tu as besoin d'une psychologue, c'est quelque chose qui est lunaire. C'est pas c'est pas du tout dans ce qu'on nous enseigne. C'est un truc de chochotte un peu, le psy, ou c'est quelque chose de quelqu'un qui est fou, ou quelqu'un qui a vraiment des problèmes de santé mentale, schizophrénie, quelque chose de... Mais pas quelqu'un... On comprend pas que c'est un professionnel de ce qui se passe dans ta tête. Et ce qui se passe dans ta tête a un effet sur ton corps, a un effet sur ton attitude. Donc, ce que je trouve formidable ce que tu expliques depuis tout à l'heure. Mais il y a une question que je me suis posée en lisant ton livre. Oui, dis-moi. Il y a tout le cheminement que tu nous racontes, il y a l'incarcération, tu passes des mois, donc tu te calmes, tu comprends des choses, tu vois des psys. Et pour autant, à chaque fois que tu tombes sur ta première juge, il suffit qu'elle appuie sur le bouton, tu démarres. Tu pètes des plombs. C'est vrai. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose de réparable ou c'est une nature? Non, mais c'est en fait quand je tombe sur ma juge d'instruction. Parce que ça te dessert. Oui, ça me dessert énormément. En fait, quand je lui raconte la première fois mon histoire, je lui raconte et en fait, elle m'a traité de menteur. Elle m'a dit pour moi, vous êtes un menteur. Et après, je l'ai pris en grippe, mais je savais pas en la prenant en grippe, c'était à moi, je me faisais du mal. Et c'est que même à la reconstitution, à la fin, elle vient me voir dans le camion cellulaire. Elle me dit, mais vous savez, monsieur Camara, de vous énerver à chaque fois, ça va vous desservir. Et ça sert à rien. Et elle aussi, elle fait partie des personnes qui m'ont appris aussi
Parce qu'au final de cette expérience-là, aujourd'hui, quand je parle aux jeunes, je leur dis, faites pas les malins une fois que vous êtes au tribunal. On n'a rien à prouver à la justice et on sera perdant. Et quand même le procureur, il vient me voir et me dit, de toute façon, personne ne gagne contre les murs. Et tout ça, aujourd'hui, j'ai pris du temps à l'assimiler dans ma tête. Parce que j'étais vraiment, voilà, la juge, elle me parle, je m'en fous, je reste fermé. Mais au final, je me suis fait plus de mal à moi, j'ai fait plus de mal à mes proches. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je n'hésite pas de prendre la parole. Et même quand des fois, je parle de mon histoire, et quand je dis, quand je fais en sensibilisation, je dis, moi, ce qui m'a choqué lors de mon procès, c'est le procureur. Et quand je dis cette phrase-là, j'ai les profs, j'ai tout le monde qui ouvre les yeux, qui me regarde, qu'est-ce qu'il va dire? Et quand je leur dis, il m'a donné une leçon de vie, je sens tout le monde. Et moi, j'ai pas honte de le dire, parce que c'est une réalité. Quand les gens, ils ont été bons avec moi, que ce soit un policier, que ce soit un juge, que ce soit un procureur, il faut pas avoir honte de le dire. Alors, le procureur, voilà, le procureur, c'est celui qui représente un peu l'État. Donc, forcément, c'est celui. Donc, il y a le procès. Mais il intervient à quel moment, du coup? Alors, voilà, on est aux assises, puisque c'est du pénal. Le juge, c'est celui qui va présider la cour. C'est lui qui prend la décision finale. Il y a un jury, puisqu'on est aux assises. Il y a l'accusé, il y a les parties civiles, et puis il y a le procureur. Donc, procureur, c'est celui qui va dire. Je pense que Adama Camara ment pas, est sincère et pas sincère, et je préconise telle peine. Ce qui est vraiment très fort, parce que s'il dit par exemple je veux perpète, ce qui était le cas pour Nordal Lelandais, c'est vraiment la première mesure. C'est vraiment à partir de là que les autres aussi vont se placer. Ça va être plus difficile de demander 5 ans de prison quand un procureur qui demande, je sais pas, 20 ans. Donc en fait, c'est le premier qui parle, et lui, c'est un peu la voix de la société. Ce qu'il va préconiser, ça veut dire ce que lui considère comme étant la peine juste au vu du mal que tu as fait à la société. Et donc, là, ce dont tu parles, et j'aimerais bien du coup que tu expliques à ceux qui connaissent pas ton histoire, c'est qu'on arrive au bout de ton processus. Ce que je disais à Hugo, c'est qu'en fait, au moment où tu vas sortir, tu vas, en faisant un commentaire Facebook, faire connaître ta situation et appeler les gens à se calmer sur une histoire qui ressemble à la tienne. Ça va être relayé, ça va faire boule de neige, on va t'inviter à aller faire une conférence, tu vas être relayé, à ce moment-là, identifié par Street Press, qui va faire une interview en mode un peu brut. Et au moment de ton procès, la partie adverse va sortir la vidéo. Bien sûr, parce que quand ils sortent la vidéo, moi, dès le début, quand je commence la vidéo, j'explique, je raconte mon histoire, et j'explique que dès le début, moi, je cherchais les complices des meurtriers de mon frère, que je voulais venger mon frère, que voilà, parce que j'étais pris par la tristesse, la colère, la rancune, la haine. En fait, c'est une vidéo qui dure 5 minutes, et la vidéo a marqué « J'ai tiré sur eux pour venger la mort de mon frère ». Déjà, le titre est accrocheur, et cette vidéo, quand elle sort en novembre 2018, elle devient virale. Ça veut dire au bout d'une semaine ou deux, elle est déjà à plus de 600 000 vues. Tout le monde en parle, les gens la relayent, j'ai des appels de partout. Et les avocats des parties civiles ont pris la vidéo pour qu'elle mette la préméditation pour que je prenne vraiment une peine en conséquence. Et ce que j'ai vont dire, regardez cette vidéo, il dit bien qu'il voulait venger son frère, donc quand il sort son arme et qu'il veut tirer, c'est prémédité, il vient pour se venger. Ça, c'est très grave, parce que la préméditation, c'est vraiment... ça alourdit la peine. Ça alourdit la peine. Et lorsque moi, la vidéo, elle sort, je vous dis honnêtement, même mon avocat, qui est un très bon avocat, il me regarde, il me dit ça pue. Il me dit ça pue parce que voilà. Après, moi, je lui dis, en fait, il fallait que je parle. J'avais besoin de parler depuis toutes ces années parce qu'il y a arrivé un moment, on voit le geste que j'ai fait, mais j'explique. Je ne suis pas là pour me trouver des excuses, bien entendu, hein, mais je suis là, j'explique qu'est-ce qui a fait que je suis passé à cette étape-là. Et lorsque moi, la vidéo, elle sort, et lorsque le procureur, il parle de la vidéo, moi, j'ai la tête baissée, il dit, on va parler de la vidéo qu'on a tous vue. On voit bien M. Camara exprimer dès le début qu'il voulait venger la mort de son frère. Mais après, il continue, il dit, mais je ne vais pas retenir que les 2 minutes de la vidéo, parce que la vidéo, elle dure 5 minutes. Comment? Non, vas-y. Ouais, donc la vidéo, elle dure 5 minutes. Et de là, après, il explique les 2 autres minutes qui disent que M. Camara a fait 5 mois dehors, mais depuis qu'il est sorti, il a quand même parlé sur Facebook ouvertement. Il y a un article de Libération. Il a réuni des jeunes autour de la musique pour éviter qu'ils se battent. Donc, il a envie d'aller vers l'avant. Et je pense que le
fait d'avoir retenu les 5 minutes de la vidéo, il a montré déjà que c'était un professionnel et que voilà, il m'a aussi donné beaucoup d'espoir en ce que je fais aujourd'hui. Si aujourd'hui j'ai réussi aussi à sensibiliser, à aller de l'avant et faire tout ce que je fais, c'est aussi en partie grâce au procureur. Parce qu'il va venir te voir à la fin. Toi, tu dis, il aurait pu me mettre une peine à 2 chiffres et ça n'a pas été le cas. 8 ans, il aurait pu en demander beaucoup plus et il va venir te parler, ce qui est quand même très, très rare. Oui, c'est vrai que le procureur, il vient me parler à la fin et il me dit ouvertement, il me parle à cœur ouvert. Moi, comme je dis toujours, j'ai l'impression que c'est un père qui est venu parler à son fils, lui dire, t'as fait une connerie, tu dois aller en prison, tu dois terminer ce que tu as fait, mais quand tu vas sortir, j'ai confiance en toi, tu vas faire les choses bien. Et ça, quand je retourne en prison, je pars avec ces paroles, en fait. Et je me dis, la dernière personne qui m'a dit, t'es un bon fils, tu vas faire les choses bien avant de mourir, c'était mon père quand j'étais en prison. Et je me dis, ce qui est paradoxal, c'est qu'avant de retourner en prison, j'ai ce procureur, à un moment donné, qui descend de son pupitre, qui vient me voir en face. J'étais dans le box des accusés parce que là, on m'a mis les menottes, fallait que je passe pour le civil, et qui s'approche, qui me parle, et qui me dit, je crois en vos projets, monsieur Camara. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de fort. Merci beaucoup, Adama, d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de mettre tous les commentaires, mais je vais quand même en retenir un. Ben oui, c'est celui d'Elsie qui dit merci pour ce jeune que tu as accompagné à son arrivée. Merci pour ce jeune que tu as aidé. Ça pourrait avoir été mon fils. Alors merci pour ce que tu as fait pour ce jeune et sa maman. Merci. Merci à vous pour vos messages. Et c'est vrai que depuis que je fais ce que je fais aujourd'hui, je reçois énormément de messages positifs. Énormément. Je sens qu'on arrive à libérer la parole sur certains sujets et j'espère qu'on aura de plus en plus de psychologues qui vont être consultés par plus en plus de personnes. Voilà. Ouais, parce que vraiment, il y a un gros problème sur ce sujet-là et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir honte d'aller en parler, quoi. Vitoudini dans le chat nous dit on le dira jamais assez, les psychologues sont des boss. Alors il est lui-même psychologue, bien sûr. Là, c'est des vrais boss. Attends, j'ai vu quelque chose d'autre juste avant. Ça avait l'air d'être un peu de... Mais d'ailleurs, en fait, moi, dans l'explication, si je me permets de revenir, au moment où tu commets l'acte de vengeance, t'as quand même dans la balance, t'as le fait que tu veux te libérer l'esprit, voilà. Oui. Et t'as l'espoir que ça te libère l'esprit, voilà. Et, mais t'as quand même la certitude que après il y a la casse-prison, forcément. Oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, je pensais pas aux conséquences. Okay. Vraiment. Je pensais plus à la douleur que j'avais, je voulais me libérer de cette douleur. Et c'est pour ça que quand j'explique, je me dis même au bout de 24 heures de garde à vue, je me retrouve con parce que je me dis en fait, j'ai toujours la même douleur. Okay. Et cette douleur, elle partira jamais. Il faut travailler sur cette douleur. Et en travaillant sur cette douleur, il ne faut pas agresser et vouloir se faire justice soi-même. Je crois que c'était la meilleure des conclusions. Merci beaucoup, Adama, d'avoir été avec nous. On doit accueillir Elsie qui chaque semaine nous donne une petite recette végane pour essayer de limiter notre rapport en viande. Je vais prendre la recette parce qu'en ce moment j'ai pris du bide. C'est normal, c'est l'hiver. Dans 3 semaines, c'est le printemps. T'as raison de t'y mettre maintenant. On va profiter. En tout cas, merci, on t'embrasse. Bien fort. Merci à toi pour ta générosité. Merci pour ce que tu fais. Merci. Je te suis de loin maintenant. Maintenant que je t'ai repéré, je te suis de loin. Allez, au revoir. Allez, bon courage, au revoir. Salut, merci pour tout. Salut. Vous n'hésitez pas à aller voir son ouvrage qui est passionnant. C'est un garçon extraordinaire. Je suis ravie d'avoir eu l'occasion de faire sa connaissance. J'espère que ce témoignage vous a plu. Merci Vitoudini qui dit merci Osneto. Franchement, je suis ravie qu'il ait eu le temps de venir discuter un petit peu avec nous. On accueille Elsie. Yes, Elsie is in the place. Alors, tu connais la recette, Myriam? Depuis le temps? Non, pas du tout. C'est des fajitas vegan. Ah, génial, les fajitas. Non, fajitas. Alors, on va réussir à... Les fajitas. C'est mexicain, non? Fajitas. Bah non, arrête. Mais c'est pas moi, c'est Elsie qui doit dire. Je vais pas dire à la place d'Elsie. Et bah ouais, je vais pas spoiler. Fajitas. Ah ouais, t'attends pas Elsie. Ok. Mais je sais que vous êtes très pressé aujourd'hui. Ouais. À 45, on doit se quitter exceptionnellement aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis permis de respecter les chronos parce qu'il est 13h39. Nous, généralement, le chrono, bon. Tu sais ce qu'on va faire? On enchaîne sur un autre live pour un client et c'est un mec qui fait du street art et il va peindre un mur dans une école et on doit le diffuser en live et genre c'est complètement improbable, c'est trop bien.
Voilà, c'était une petite anecdote, mais ça nous fait kiffer. Donc c'est pour ça que malheureusement, on doit se quitter un petit peu plus tôt que d'habitude, les amis. Voilà, bon. Voilà, Osneto nous dit super intéressant. Il y a le côté sympa de la prise de conscience, mais le côté rageant du rappel des problèmes systémiques de notre société. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je sais pas qui a lancé le... T'as pas vu qu'il y avait un questionnaire qui est sorti. Le micro d'Elsie sera-t-il à l'endroit? C'est un vote. J'ai pas vu. Pour le moment, 100% de non. On va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe? T'es là, Elsie? On l'a eu tout à l'heure, ça marchait bien et tout, parce que Elsie, elle était malade il y a 2 semaines et la semaine dernière. Bah oui. Et là, elle nous a dit, bon, je suis pas encore rétablie, donc ça dure quand même, ça traîne cette foutue maladie. Mais là, ça y est, elle était avec nous, on a pu lui parler, communiquer avec elle, et c'était cool. Elle nous a préparé une recette. On a même, je vous tease le truc, mais on a même une petite photo de Elsie en train de faire la recette qu'on va publier sur Instagram. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, c'est Pour de Faux sur Instagram, et aussi on est sur Twitter, donc n'hésitez pas à nous suivre. C'est là où on publie d'une émission sur l'autre, quels invités on va avoir, les petites nouveautés, les petites actualités, les petites photos, les petits backstage. Ah, ça y est, elle est arrivée. Excellent. Alors là, c'est le temps que Anthony fasse le miracle de pouf, la mettre dans le live. Et attention, ça va arriver. Elsie. Ouais. La 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 la. Comment ça va? Ça va, très bien. Et vous? Ouh là là, très bien. T'as encore une petite voix alors? T'as été malade? Ouais, c'est clair. Il va falloir développer les anticorps. Hein. On va faire du. Ah oui, là, c'est clair qu'ils ont été développés les anticorps. Sollicités. C'est Covid? Je pense, oui. Ah ouais, bah ouais, là. Aïe, aïe. Ça, c'est Delta. Hein. 3 semaines comme ça, c'est Delta. Moi, je suis pas spécialiste, mais c'est Delta. EgoProp, vous avez de belles dents. Merci, EgoProp. Ça fait plaisir. Docteur Hugo. Yes. Alors, aujourd'hui, on fait des fajitas. C'est mexicain, fajitas? Ou c'est argentin? Aucune idée. En fait, c'est pas ça. Je sais pas. Je sais que c'est Tex-Mex. C'est Mexique. C'est Tex-Mex. Siri a dit Mexique. C'est Mexique. Parce qu'en fait, il y a... Quand j'étais la dernière fois, n'est-ce pas, avec vous, j'ai demandé après à Hugo, alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour la prochaine fois? Et il me dit, des fajitas. Ok. Bon, ben je cherche et j'ai trouvé quelque chose de chouette. Moi, j'aime bien. Alors, tu as mis des tomates, de l'avocat, du maïs, un petit peu des olives noires. Voilà, j'ai mis les ingrédients, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, voilà. Et en fait, il y a, comme je me suis dit, je vais essayer quelque chose pour vous, que vous pouvez trouver dans votre supermarché. Ah. Normalement, on les trouve soit à Monoprix, soit dans les géants casinos. Et c'est de la marque Eura. Alors, c'est probablement pas la bonne prononciation parce que c'est espagnol, mais moi, je connais pas l'espagnol. Donc, non, voilà. Ça, c'est un peu prononciation chinoise. Alors, là, ce sont des chunks. Ça s'appelle des chunks méditerranéens. Et c'est vraiment délicieux, franchement. Mais pourquoi il y a un petit poulet sur l'emballage? Il n'y a pas de petit poulet. Bah si, il y a un petit poulet là. Là, il y a un petit poulet là. Et bien, pour montrer que justement, il n'y a pas de poulet. Ah oui, le poulet est content. Du coup, il chante parce qu'on ne l'a pas dézingué pour faire un truc de poulet. Le principe du simili-viande, c'est ça, à base de tofu, voilà, qui fait un peu l'équivalent du poulet fumé, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, alors, vous pouvez soit prendre des chunks Eura, et comme ça, à un certain coût, vous pouvez aussi prendre du tofu fumé. Vous pouvez prendre toute viande végétale que vous souhaitez et l'utiliser. Ça marche du tonnerre. Tatanou dit chaque Eura. J'adore le jeu de mots. Des nuggets ou des choses comme ça, c'est impeccable. Donc en fait, la recette est très simple. Elle m'a pas pris beaucoup de temps, ce qui m'a beaucoup arrangé parce que j'ai pas beaucoup de courage pour cuisiner. Juste petite parenthèse, Taem nous dit Géant Casino, le magasin le plus cher du monde. Bon, c'est pas grave. Ouais, non mais je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, honnêtement, je suis allée parce que nous, il n'y a que dans le Géant qu'on trouve ces produits. Donc je suis allée juste pour acheter ça. Ouais, parce que le reste. Juste avec ça. C'est un supermarché de riches. Voilà. Alors dis-nous, on t'écoute. Donc, on va commencer par prendre nos chunks ou ce que vous avez en protéines, les couper en petits morceaux et les faire revenir dans une cuillère à soupe d'huile, dans une poêle. Vous les faites revenir pour qu'ils soient bien dorés et croustillants. Et ensuite,
on les met de côté, le temps de préparer tout le reste. Ensuite, on va préparer le reste des ingrédients, c'est-à-dire couper nos tomates en cubes, les avocats en tranches, faire la salade en chiffonnade, donc tout simplement en petits morceaux pour que ce soit joli et facilement pliable après. On va couper les olives en petits morceaux, c'est optionnel, hein, vous faites ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez. Et ensuite, on va les monter. Et on va monter, donc on a commencé, nous, d'abord en mettant de la salade, ensuite les tomates, le maïs, les olives, les avocats, les petits chunks, et j'ai terminé avec de la salsa douce, parce que bon... Faites maison. Moi, pas connaître salsa, donc j'ai acheté... Non, j'ai acheté de la douce. Ouh non, je rigole. Ça suffit largement. Non, mais attends. Elle est malade. C'est bien aussi d'avoir des petites recettes rapides. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai. Bonne idée. Non, mais c'est trop bien. Parce que, justement, même pour vous, je veux dire, oui. Pour nous, la populace, là. Les gueux qui mangeaient de la viande, là. Allez, faites un truc simple sans viande. Non. Moi, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais non, on te taquine. Donc, non, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est pratique, honnêtement, de temps en temps, d'acheter de la sauce tomate toute prête. Ouais. C'est pratique quand on a du monde qui vient ou même quand on est fatigué, comme là j'étais. Et franchement, c'est génial. Et donc, ça, c'était la première que j'ai faite, donc avec la salsa par-dessus. La deuxième que j'ai faite, c'est commencer par la salsa. Donc, étaler la salsa. C'était pas mal aussi. Moi, j'aime bien dans les faritas. Ah, le lait, c'est pas vegan, hein, on est d'accord. Hein. Non, du lait, si on prend ça existe de la crème végétale, j'imagine, l'équivalent crème fraîche végétale. Voilà, avec du citron, et on mélange, et de la menthe, et voilà, et ça fait une crème incroyable à mettre dans les faritas. Vraiment, c'est très simple, ultra simple, et ça, voilà. C'est une explosion de saveur. J'adore, quoi. Il y a la crème de soja que vous pouvez utiliser, ou alors le yaourt au soja. J'ai aussi fait la même chose que dont tu parles, mais avec un yaourt au soja. Crème de soja ou de coco. Effectivement, pour l'été, c'est trop bon. Franchement, ça. Il paraît que la salsa extra forte guérit toute forme de virus. Oui, ça tue tout. Mon père, il appelle ça le remède du cœur. Le piment, la salsa, la harissa. En Afrique du Nord, on en met beaucoup et effectivement, on dit que ça répare tout de l'intérieur, ça nettoie. C'est clair. Mais c'est bien, c'est super. Et sinon, l'avocat, il y a moyen d'en faire un petit guacamole aussi. Ça, moi, j'aime bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est selon les goûts de chacun, en fait. Là, c'est vraiment, je vous l'ai fait à ma façon. Après, vous le faites comme vous le souhaitez et puis voilà. Moi, j'ai une grande nouvelle. J'ai acheté un plat à tarte et du coup, j'ai fait une quiche. Je l'ai acheté la semaine dernière et je suis trop fier de moi. Donc, si pour la semaine prochaine, on peut faire la meilleure quiche du monde, on va l'appeler la meilleure quiche du monde. Elsie, je compte sur toi. Je suis chaud de ouf. Alors, en plus, c'est pas simple parce que dans la quiche, normalement, il y a des œufs. On peut mettre un peu de crème. Il y a du fromage râpé. Donc, en fait, tu te rends pas compte, mais ta demande, elle est assez pratique parce que du coup, si moi, je sais faire ça, pour ma soeur, vous savez que je Non, mais au moins, en fait, si tu veux, Elsie, ce que je voudrais la semaine prochaine, si c'est possible, c'est qu'on comprenne plus quels sont les équipvalents. Parce que la quiche, on peut mettre ce qu'on veut dedans. On peut mettre une ratatouille. Ouais, mais il faut qu'elle soit bonne. Des poireaux avec des poireaux avec. Moi, je fais avec des poireaux, par exemple, et des raisins secs. On peut décliner à plein de choses. Mais moi, je me suis toujours demandé, entre guillemets, la farce, je fais comment je remplace ce qui lie ensemble. Donc, choisis ce que tu veux en fond de tarte. Mais l'idée, c'est que j'aimerais bien ressortir en sachant si c'est compliqué ou pas de remplacer en fait les trois ingrédients majeurs, c'est-à-dire fromage râpé, œuf et crème, quoi. Il y a Egoprop qui nous dit t'as le bonjour de Schloren, je sais pas qui c'est Schloren, et sinon on nous dit Vitoudine, je suis au bureau et ma collègue dit la crème fraîche c'est la vie, aïe aïe aïe, désolé effectivement les véganes, mais la crème fraîche je suis d'accord c'est la vie, exactement, mais bon. Est-ce qu'on peut... En tout cas ce qui est vrai c'est que moi j'ai déjà remplacé la crème fraîche une fois par de la crème de soja, c'était une catastrophe. Ouais c'est pas pareil, c'est pas pareil, mais là Anthony est en train de commencer à ranger le matériel et tout, je crois qu'il faut, désolé il faut vraiment qu'on y aille. Voilà, donc là, on a posé les bases de nos interrogations. On dialoguera là-dessus. La semaine prochaine, on aura un peu plus de temps. Aujourd'hui, exceptionnellement, les garçons doivent s'en aller pour faire un tournage. Merci, Elsie, ça m'a fait super plaisir de te voir. Moi aussi, ça nous a fait plaisir. Reste bien au chaud. Ouais, il n'y a pas de souci.
Ah bah. T'es encore prise, ouais. Ah mais c'est clair, c'est pas grave, ça va passer. Merci d'avoir été avec nous. On vous embrasse tous. Merci à vous de votre accueil. Toujours, ça fait un grand plaisir. Sans toi, c'est pas pareil. C'est ça. Ah non, mais c'est vrai, hein, là, ça y est, on a notre petit aspect gustatif, on peut se quitter en toute sérénité. Voilà, c'est bon, on a là l'émission, elle est complète. Il manquait Karina, qui aurait dû être avec nous, mais elle était en salle de montage, elle sera certainement avec nous la semaine prochaine. Elle est en pleine présidentielle, donc du coup, c'est vrai qu'elle est en tournage. Elle vous embrasse tous, en tout cas. Merci aux uns et aux autres d'avoir été avec nous. Ouais. On vous embrasse très très fort. Merci et puis, beaucoup. On va vous lancer. On raid pas, on a le temps. Bah ouais, on va raid quelqu'un quand même. Je sais pas qui. C'est bon, Anthony raid, on vous laisse le générique de fin et on vous embrasse très 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 fort. À la semaine prochaine. Désolé pour ce départ rapide. Bisous Myriam, bisous tout le monde. Bisous. C'est pour de faux. On est sur Twitch, on est sur Twitch, on est sur Twitch. C'est pour de faux. Anto et Matt à la régie. Hugo nous fait le pitch. C'est pour de faux. Je reste Elsie. Comment tu fais? Recette d'Elsie. C'est pour de faux. Ici tout le monde peut donner son avis. Viens donner le tien. C'est pour de faux. Regarde la caméra. Y'a quoi? Reportage de Karina. C'est pour de faux. Myriam. Yes. Journaliste comme y'en a pas des myriades. C'est pour de faux. Volontaire et sympa. C'est qui? L'invité du chat. C'est pour de faux. On est sur Twitch alors viens profiter. C'est pour de faux. Et voilà, c'était l'émission Pour de faux. On vous remercie d'avoir regardé ce journal et on vous dit à bientôt. Tout de suite, c'est la météo d'Elvin Delia.